Alors bonjour, bienvenue à ce 12e cours de littérature française du Moyen Âge à la Renaissance, consacré au style familier et à la sociabilité, à l'amitié humaniste. En fait, c'est une vaste publicité pour vous convaincre d'acheter mon livre, La lettre familière au 16e siècle. Essentiellement, mon propos, c'est de vous expliquer ma thèse. Je sais qu'il existe un concours qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Moi, ça risque d'être ma thèse en 180 minutes. Non, je vais essayer de faire plus court, là, mais ça va être un petit peu plus long que 180 secondes. Je ne saurais la résumer aussi rapidement. Et ce n'est pas qu'un vain exercice de complaisance et de narcissisme, c'est directement en lien avec la philosophie humaniste dont on a parlé jusqu'à présent. Je veux juste approfondir un peu ces questions-là avec vous et vous montrer à quoi ça ressemble une thèse de spécialiste d'Ancien Régime. Alors, j'ai voulu me spécialiser en littérature de la Renaissance. Qu'est-ce qui était requis de moi? Qu'est-ce que je devais faire? Ben, je devais trouver un sujet d'abord pour ma thèse, une problématique, et j'aimerais pouvoir dire que c'est moi qui suis arrivé avec cette idée de faire une thèse sur la lettre familière, mais non, ça a été une proposition. Et ça arrive souvent que ça se passe comme ça. Un jour, vous allez faire un mémoire de maîtrise avec un directeur que vous allez choisir et peut-être que vous n'aurez pas d'idée non plus. Puis vous allez demander à votre directeur, est-ce que vous auriez une piste, une proposition de problématique à me présenter? Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Le directeur dit, oui, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Comme quand j'étais à l'Université de Montréal, au bac, j'avais un professeur qui s'appelait Robert Melançon, spécialiste de la Renaissance, et qui m'a suggéré un sujet pour la maîtrise. Il dit, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire sur Montaigne, sur les titres chez Montaigne. Comment, dans les essais, les titres correspondent rarement au sujet de l'essai. Il y a une incongruence entre titre et matière là, qui mériterait d'être étudiée. Et paf, ça m'a fourni mon sujet de mémoire. Ensuite, à McGill, j'avais une directrice pour mes études de deuxième cycle qui s'appelait Diane Desrosiers. Et c'est elle qui m'a suggéré d'aller travailler à Paris avec Mireille Huchon à la Sorbonne. Et plus encore, elle m'a précisé sur quoi je devais travailler. Elle dit, je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à faire sur l'épistolographie humaniste, sur les lettres, la correspondance là, humaniste. Et je suis parti avec ça, j'ai développé une problématique et voilà, ça donnait une thèse. Ce n'était pas nécessairement ce qui me passionnait d'abord. J'aurais préféré travailler encore sur Montaigne, mais j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt à force de creuser la question et ça a donné cette thèse donc, sur la lettre familière au 16e siècle. Je plaisantais quand je disais que j'essaie de vous vendre le livre, il est hors de prix. Il coûte à peu près 120 euros. Là. Aux dernières nouvelles, c'est très cher, 120 euros, c'est près de 200 dollars dans la version cartonnée d'origine. Je pense qu'ils ont fait une édition, une reprise chez Garnier-Flammarion qui est peut-être moins chère, là. Les classiques Garnier plutôt. Il faudrait voir, là, mais aux dernières nouvelles, il était hors de prix. Donc, n'y songez pas. Si vous voulez lire, allez à la bibliothèque de Chicoutimi. Il est disponible donc dans les rayons de la bibliothèque. Alors, le sommaire aujourd'hui peut sembler ambitieux, mais vous allez voir qu'on va passer très rapidement à travers tout ça et ça va être vraiment simple. Ça commence par l'invention du genre familier, dans quel contexte, dans quelles circonstances on en est venu à inventer ce genre familier si important pour la lettre. Je vous explique en quoi ça consiste dans un instant. Ensuite, on va parler de la rhétorique du style conversationnel en lien avec la lettre, parce que c'est le style qui est mis en œuvre dans la correspondance humaniste en général, un style conversationnel proche de la conversation ordinaire. On va parler au troisième point du culte de l'amitié, qui est très important, une valeur très importante pour les humanistes, l'amitié. On va voir d'où ça vient, en quoi ça consiste. Et enfin, on va parler des femmes dans le quatrième point, en abordant la querelle des amis. Alors, vous allez vous souvenir de la querelle des femmes qui avait marqué la fin du Moyen Âge avec Christine de Pisan qui s'en prend à l'auteur du roman de la Rose, Jean de Meun, pour un petit peu le vilipender, en fait, le blâmer d'avoir été si dur envers les femmes. Et bien sûr, ça se fait à quelques siècles d'intervalle, et donc à un siècle d'intervalle, et l'auteur était mort depuis longtemps, mais ça va être le début d'une polémique qui va se poursuivre au-delà, et dont la querelle des amis représente un écho là, lointain, mais qui n'est pas sans lien. Alors, on commence avec Pétrarque d'abord, et pour vous mettre un petit peu dans l'atmosphère, dans l'ambiance, je vais partager une petite image pertinente. C'est en fait
le domicile de Pétrarque. Alors, j'aurais pu mettre, on est devant la maison de Pétrarque, qui est aujourd'hui un musée. J'aurais pu mettre la Cité des Papes ou la ville d'Avignon, parce que Pétrarque a séjourné longtemps en France. Il a passé une partie de sa jeunesse à Avignon avec son père. Rappelez-vous qu'Avignon, c'était le séjour des papes à un certain moment donné. Et donc, ce n'était pas si étonnant d'y retrouver des Italiens. Mais il a détesté Avignon, alors qu'il aimait bien son petit patelin italien. Alors, on va donc garder ça comme fond et parler de Pétrarque, parce que c'est lui qui est considéré comme le pape, pas le pape, mais j'ai dit ça une fois en parlant de lui, là, mais comme le père de l'humanisme. Alors, si Érasme était le prince de l'humanisme, on peut dire de Pétrarque qu'il est le père de l'humanisme. C'est lui qui va lancer le mouvement véritablement. Alors, on doit à Pétrarque la redécouverte des lettres familières de Cicéron. Mon histoire là, commence avec cette redécouverte des lettres familières qui étaient portées et disparues depuis des siècles. En fait, elles avaient été recopiées à un moment donné au Moyen Âge, mais on avait perdu de vue cet écrit important de Cicéron, qui est un auteur vraiment géant, gigantesque pour le Moyen Âge et pour la Renaissance aussi. On publiait ses traités de philosophie, ses traités d'éloquence, il a écrit sur la rhétorique, mais on ne savait pas qu'il avait écrit et publié des lettres familières, c'est-à-dire des lettres à ses amis, à ses parents, à son cercle de familiers. Alors, Pétrarque va trouver en 1345, dans une bibliothèque, je pense, d'un monastère à Vérone, le manuscrit des lettres familières. Ce sont les lettres à son ami Atticus. Alors, Cicéron écrivait à plusieurs personnages, mais un de ses favoris, c'était Atticus, un ami, et à son frère Quintus. Alors, ce sont donc les manuscrits des lettres ad Atticum et ad Quintum Fratrem, son frère. Alors, il écrit ces lettres et déjà, à l'époque où Cicéron écrivait ces lettres, il avait envisagé de les publier parce que c'était une façon pour lui de se donner à connaître. Il avait compris qu'il y avait un intérêt rhétorique à se donner à connaître et à passer à la postérité, puis à expliquer un petit peu son parcours, ses décisions, pourquoi il a pris le parti d'un tel contre un autre, par exemple, pourquoi est-ce qu'il s'est opposé à Marc-Antoine dans la querelle qui opposait Marc-Antoine à César et Pompée à un moment donné. Alors, c'était l'occasion d'une justification posthume éventuelle et il avait à dessein préparé de son vivant l'édition de ces lettres. Ce n'est pas des lettres qu'on a retrouvées à sa mort et qu'on a décidé de publier comme ça, c'était vraiment un projet délibéré. Et ça, c'est important de retenir ça, parce que pour bien des humanistes qui vont choisir de publier leurs lettres à la Renaissance, ça sera souvent un projet délibéré et qui repose sur donc un choix éditorial. On ne publie pas tout et n'importe quoi. Il y a des lettres qu'on ne veut pas donner à connaître, qu'on ne veut pas voir. Donc, ce n'est pas exactement la même chose qu'une correspondance intime, par exemple, qu'on n'aurait jamais composée en vue d'une publication, mais qui aboutirait éventuellement chez l'imprimeur parce que quelqu'un a trouvé ça après la mort de l'auteur puis s'est dit « Ah, ben, ça va être intéressant d'apprendre tous les potins sur sa vie. » Alors, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais quand Pétrarque découvre ce manuscrit, dont il ignorait là, complètement l'existence. Il tombe par hasard dessus, comme ça arrive en bibliothèque, qu'on découvre des choses comme ça, des trésors. Il est complètement soufflé par l'intérêt du style de Cicéron et par la différence de ce style en regard de la prose oratoire habituelle. Cicéron a une façon d'écrire qui est très poseuse, très maîtrisée, très complexe. Et là, tout d'un coup, il se fait vraiment chaleureux, humain, personnel, et ça fascine complètement Pétrarque, qui lit ça, bien sûr, en latin, bien sûr, et qui entreprend aussitôt de recopier ce manuscrit en se disant, là, c'est une mine d'or, ce truc-là, il ne faut pas que ça se perde, il faut que je l'édite, il faut que je le publie, il faut que je le diffuse. Alors, on conserve aujourd'hui à Florence, dans la bibliothèque laurentienne, le manuscrit original qu'avait trouvé Pétrarque à l'époque et la copie qu'il a fait de sa main. Alors, on voit là la calligraphie de Pétrarque qui reproduit amoureusement là, ce manuscrit de Cicéron qu'il va vraiment vénérer. Là. Pour lui, c'est un cadeau divin là, d'avoir trouvé ce manuscrit et il va entreprendre
d'imiter le style de Cicéron. On le faisait déjà à l'époque, on imitait le style de Cicéron parce que c'était la référence en termes de prose latine, c'était vraiment le modèle d'excellence et tout le monde s'employait à l'imiter. Mais plutôt que d'imiter le Cicéron orateur, l'homme de droit, le plaideur, le grand rhéteur, il va entreprendre, lui, Pétrarque, d'imiter le Cicéron épistolier. Et c'est ça la nouveauté extraordinaire. Et c'est quelque chose qui va déboucher sur des avenues totalement inédites. Au départ, on ne voit pas à quoi ça peut rimer tout ça, à quoi ça peut conduire, mais ça va conduire à une révolution stylistique importante, déterminante pour la Renaissance. La plupart des auteurs contemporains vont s'enticher surtout du grand style donc de l'orateur et vouloir en faire le modèle de référence pour la restauration de la latinité classique, parce que vous savez qu'à l'époque, on a voulu restaurer le latin comme une langue vivante. Et on s'emploie à l'étudier, on s'emploie à le parler, à correspondre en latin, et Pétrarque ne fait pas exception. Il écrit la plupart de ses œuvres en latin, il correspond avec ses amis en latin aussi. C'est la langue internationale. Et la plupart des Italiens de l'époque se disent le modèle qu'il faut suivre, c'est Cicéron. Et on fait des grammaires inspirées de Cicéron, de la langue latine telle que pratiquée par Cicéron. On fait des lexiques, des dictionnaires. Et quand on utilise un mot qui n'est pas chez Cicéron, on se le fait reprocher. Ça devient une obsession complètement folle. Et ce camp des obsédés de Cicéron, on va l'appeler les Cicéroniens. Alors, les Cicéroniens, on les tourne un peu au ridicule parce qu'ils sont vraiment fanatiques. Pour eux, on ne peut écrire le latin correctement qu'en plagiant ou en singeant plutôt Cicéron. Alors, Pétrarque, lui, pense aussi que c'est important d'imiter Cicéron, mais le Cicéron des lettres familières, le Cicéron humain, chaleureux, familier, donc qu'il entreprend d'imiter à partir de ce moment-là. Il n'est pas exagéré de prétendre que la correspondance latine de Pétrarque, avant tout les 24 livres de lettres familières, c'est beaucoup ça, c'est vous dire, hein, quand on passe tout son temps à écrire des lettres familières, c'est qu'on considère que le genre est important, là, tout d'un coup. Hein. Il a écrit 24 livres de lettres familières et 18 livres de lettres de la vieillesse. Donc, au total, il ne serait pas exagéré de prétendre que ces recueils de lettres, ces recueils épistolaires, constituent le chef-d'œuvre de l'humaniste. Alors, on a tendance à parler, quand il est question de Pétrarque, du canzoniere, du chansonnier, de ce recueil de poèmes amoureux, et c'est effectivement une référence incontournable, d'autant plus qu'il est composé, ce recueil, en langue vernaculaire, en langue toscane. Et ça participe de cet esprit de la Renaissance qui valorise la langue vulgaire, la langue du pays, tant en France qu'en Italie. On s'est mis, en Allemagne aussi, à composer de plus en plus d'œuvres dans la langue maternelle des écrivains. Alors, ce n'est pas inintéressant, là. C'est sûr que c'est un pan incontournable de l'œuvre de Pétrarque. Mais j'oserais prétendre qu'il a accordé encore plus d'importance à la lettre familière. Et cette importance qu'il accorde, qu'il reconnaît ce genre, va avoir un rôle, va exercer une influence déterminante, en fait, sur l'ensemble du mouvement humaniste. Les autres, à la suite de Pétrarque, vont entreprendre de l'imiter et vont considérer ce genre comme un genre majeur. Vous n'avez probablement jamais entendu parler, avant aujourd'hui, de la lettre familière comme genre. Et quand vous pensez à la Renaissance, l'idée qui vous vient, c'est de peut-être vous dire que c'est un siècle de poètes ou de littérature d'idées. Vous pensez à Montaigne, peut-être, Erasme aussi, Moore, mais c'est aussi, surtout même, un siècle de grands épistoliers, de gens qui ont publié leurs lettres et qui pensaient, à travers ça, passer à la postérité. Parce que ça va être un moyen pour se donner à connaître, la publication de sa correspondance. Et un prétexte pour se donner à connaître, parce qu'il existe à la Renaissance un tabou de soi qui fait qu'il est à peu près interdit de parler de soi dans ses œuvres. Sinon, on est stigmatisé, on est critiqué, on est repris. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour quelqu'un qui n'est pas de la royauté ou qui ne joue pas d'un statut vraiment très élevé dans la société, de parler de lui avec complaisance. Montaigne s'en excuse constamment, mais il met ça sur le compte de la vieillesse. Mais pour les autres, c'est à peu près impensable. Or, ils vont découvrir, comme Pétrarque, que la lettre et la publication de ces lettres
est un prétexte tout à fait vraisemblable, excusable pour parler de soi. Parce que si je publie mes lettres amicales ou familiales, ça va de soi qu'il va être question de moi à l'occasion, mais je ne le fais pas nécessairement avec complaisance. C'est juste parce que c'est à propos dans des lettres de parler de soi. Alors, vous comprenez comment ça devient un subterfuge et pourquoi c'est devenu si important pour Pétrarque de travailler sur ces lettres. C'est vraiment son chef-d'œuvre à bien des égards. Ce sur quoi il travaille aussi le plus longuement. Cette correspondance peut être lue de plusieurs façons, et aussi bien comme une autobiographie idéalisée du poète, parce que c'est quand même une image très favorable de lui qu'il donne à travers ses lettres. Il a bien conscience, ayant découvert les lettres de Cicéron et ayant déduit qu'elles avaient été éditées de son vivant et conçues en vue de la publication, que ces lettres à lui vont sans doute lui survivre et circuler au-delà de l'époque. Et il veut façonner une image de lui qui soit éminemment favorable. Alors, il se présente de façon quand même assez flatteuse, il faut le dire, en même temps qu'il fait un commentaire, c'est très intéressant, de son œuvre. Il nous explique comment, dans quelles circonstances, par exemple, il a fait la rencontre de Laure, son amoureuse, sa muse, alors qu'il séjournait à Avignon. Il était à l'église comme ça, et il va voir cette femme dont il va tomber éperdument amoureux, et ça va durer toute sa vie, c'est l'amour de sa vie, même si c'est un amour impossible, même si c'est un amour qui ne sera pas consommé. Et c'est cette fameuse Laure qu'il va célébrer dans son recueil du Canzoniere, le chansonnier, donc ce chef-d'œuvre de poésie. Alors, Laure, la muse de Pétrarque, on apprend les circonstances de sa rencontre dans ses lettres, justement. Alors, c'est un commentaire de son œuvre, comment la gestation s'est faite, à quel moment il a écrit ça, etc., etc. Et en même temps, c'est des éléments d'autobiographie. En passant, la Laure en question s'appelait Laure de Sade et c'est l'aïeul du marquis de Sade. Petite anecdote amusante quand même. Alors, c'est aussi un inventaire de ses découvertes philologiques parce que Pétrarque se promène à travers l'Europe, très excité par ses découvertes de manuscrits. Il y a des raisons de croire qu'il y en a d'autres ailleurs. Il va faire la tournée des bibliothèques monacales et autres pour découvrir, débusquer d'autres manuscrits qui pourraient, par exemple, ajouter à ce qu'on connaît du corpus des lettres familières de Cicéron. Et effectivement, il va en trouver d'autres. Et à chaque fois, se livre un travail de retranscription, éventuellement d'édition. Il va publier les lettres de Cicéron, plusieurs volumes de lettres, et ça va, bien sûr, devenir un modèle pour les humanistes, tout ce travail de recherche, d'édition, de comparaison des manuscrits, de correction, pour valoriser ces textes de la latinité qu'on tente de restaurer finalement. Et c'est comme ça qu'il donne l'inflexion au mouvement. C'est pour ça qu'on parle de lui comme du père de l'humanisme. Alors, c'est aussi, ces lettres, une méditation philosophique sur l'amitié. Il y a un motif qui revient très souvent, et ça tombe sous le sens parce qu'il s'agit pour lui d'écrire à ses amis, comme faisait Cicéron dans ses lettres. Il écrit à des amis, et le motif de l'amitié est très important, l'expression de l'affection qu'on ressent pour les uns pour les autres, cette fraternité qui nous unit, ces intérêts qu'on partage, ces collaborations, parce qu'il se fait tuyauter par des amis sur la découverte de tel manuscrit à tel endroit. Ah, je vais m'y rendre. Tiens, on a trouvé à Montpellier quelque chose, à Bologne, et il va voyager comme ça d'une université à l'autre, d'une bibliothèque à l'autre, et faire des découvertes vraiment intéressantes qu'il s'empresse de partager avec ses amis à travers sa correspondance, justement. Donc, au départ, il envoie des lettres. Ces lettres, elles sont de vraies lettres. Elles sont composées et envoyées, expédiées, comme on écrit des lettres encore aujourd'hui. Mais il va retenir des copies et va un jour les éditer sous forme de livres. Alors, ces 24 livres que j'évoquais tout à l'heure, là, il va les composer comme ça, de cette manière-là. Là. Ce sont à la base des lettres qui ont vraiment été envoyées, sur lesquelles sans doute il revient, sur lesquelles il fait des ajouts, des retranchements, sans doute, un travail d'édition considérable, on s'en doute, mais qui aboutit donc à des recueils publiés.
Alors, Pétrarque réfléchit dans ses lettres beaucoup sur l'amitié, la vraie ou la contrefaite, parce qu'il y a des fausses amitiés aussi, en s'adressant par lettre de façon aussi sincère que érudite à ses meilleurs amis. Alors, il y a de tout là-dedans. Il y a des lettres qui sont des discours philosophiques, presque des traités en soi, mais il y a des moments où il est plus détendu, il nous apparaît plus naturel, plus proche de nous. Et c'est ce jeu de contraste qui est tout à fait savoureux dans les lettres familières de l'époque, et pas seulement chez lui, chez les autres humanistes aussi. Alors, dans une lettre du 26 avril 1335, il va faire la relation, le récit, si vous voulez, de son ascension du mont Ventoux. Alors, non seulement Pétrarque est le père de l'humanisme, mais Pétrarque est aussi le père de l'alpinisme, parce qu'il a entrepris, imaginez-vous donc, à un moment donné, avec son frère, de faire l'ascension du mont Ventoux. C'est en Provence qu'on retrouve cette montagne. Souvenez-vous qu'il a séjourné longtemps en France, et je cherche une image, j'ai ça ici. Alors ça, c'est le mont en question. C'est un des plus hauts sommets, sinon le plus haut sommet dans ce coin-là. Et il se met dans l'idée, dans la tête, là, de faire l'ascension de cette montagne, quelque chose qui est assez inédit parce que ce n'était pas à la mode. Aujourd'hui, la randonnée est un sport pratiqué universellement. Partout dans le monde, on s'emploie à gravir les montagnes et il y a des sentiers aménagés et tout, mais à l'époque, ce n'était pas du tout. Ça n'allait pas de soi. Ce n'était pas du tout la norme, la pratique habituelle. Les gens ne montaient pas, grimpaient pas les montagnes comme ça. Et il n'y avait certainement pas de sentiers aménagés sur le mont Ventoux. Alors, il a cette lubie d'en faire l'ascension, d'arriver au sommet. Et il part comme ça. Il va raconter dans une lettre comment il avait apporté avec lui un livre de Saint-Augustin. C'est en fait les Confessions de Saint-Augustin. Il est là sur la montagne et il jouait un petit jeu avec son frère, et il faisait ça constamment. Et il dit, on va ouvrir au hasard notre livre et on va lire la première phrase sur laquelle nos yeux tombent, notre regard se pose. Et il jure que ça s'est passé ainsi, alors qu'il était au sommet de la montagne du mont Ventoux. Il ouvre son recueil des confessions et il tombe sur cette phrase: les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, les circuits de l'océan, les révolutions des astres, et ils se délaissent eux-mêmes. Alors, ça le frappe comme étant une drôle de coïncidence que dans les confessions, Saint-Augustin soit en train de parler des cimes des montagnes. Il est justement sur une montagne comme ça. Et ce que Saint-Augustin est en train de critiquer, finalement, c'est qu'on cherche partout autour de nous à vivre des expériences extraordinaires, mais on s'attarde rarement à se plonger en soi, en soi-même, finalement. Et on se néglige soi-même, alors qu'il y a tout un monde à explorer à l'intérieur de nous aussi, dans notre tête, dans notre esprit, dans notre conscience. Et ça va vraiment frapper l'imaginaire de Pétrarque, qui va écrire à la suite la phrase suivante: je réfléchis en silence, c'est Pétrarque qui parle, au peu de sagesse des mortels qui, négligeant la plus noble partie d'eux-mêmes, se répandent partout et se perdent en vains spectacles, cherchant au dehors ce qu'ils pourraient trouver en eux. On croirait lire Montaigne, ça anticipe un petit peu sur Montaigne qui considère que l'homme est un microcosme du monde finalement, et que si on veut comprendre le monde, il s'agit de se tourner vers soi et d'aller à l'intérieur de soi, et on va comprendre beaucoup plus sûrement le monde de cette façon-là. Parce que ce que les autres ressentent, je peux le ressentir aussi. Et je peux déduire de mon expérience individuelle tout le savoir du monde, en quelque sorte. Et c'est ce que pressent un peu Pétrarque ici. Et aussi cette idée qu'on ne parle pas de soi jamais, parce qu'il y a ce tabou que j'évoquais tout à l'heure. Et au fond, c'est un peu bête de se priver de cette considération. Parce qu'il y a des choses à dire sur son vécu, sur son existence, sur ses pensées intimes même. Alors, Pétrarque envisage la lettre familière comme étant propice à l'expression de soi, à l'expression d'un caractère individuel qui se révèle dans le rapport à autrui. Alors, quand on écrit une lettre, on se dévoile. Et a fortiori, s'il s'agit d'une lettre adressée à un ami.
C'est rare qu'on va être froid et distant dans une lettre amicale. Au contraire, on va être chaleureux, on va faire des confidences, on va parler de soi beaucoup plus volontiers. Et ça lui semble donc un cadre propice pour s'exprimer et aussi se donner à connaître à l'autre d'abord, mais éventuellement au lecteur qui va peut-être lire ces lettres quand on les aura éditées et diffusées largement. Mais ce n'est pas lui, Pétrarque, qui va tirer toutes les conséquences de cette méditation sur la lettre familière, même si ça l'a marqué son œuvre, même si ce qu'il fait est très proche de Cicéron. Ce n'est pas lui qui va donner encore à la lettre familière l'inflexion déterminante. C'est plutôt du côté d'Érasme qu'il faut se tourner à présent. On en a parlé d'Érasme, on va revenir vers lui. Érasme qui va être très influencé lui aussi par les débats contemporains entre les tenants du cicéronianisme et ceux qui pensent qu'il ne faut pas obséder sur le style de Cicéron. On peut très bien parler le latin sans s'employer à être des singes de Cicéron systématiquement. Alors, il va entreprendre à partir de 1498, après avoir lu la correspondance d'Ange Policien qui venait tout juste d'être publiée. C'est une forme intéressante d'expression. Je pourrais faire la même chose éventuellement, écrire des lettres et les publier. Il voit bien tout l'intérêt de ce genre. Il entreprend d'illustrer sa propre conception du genre dans des traités de pédagogie au départ. Il faut savoir qu'Érasme a été un professeur, a été un pédagogue et qu'il doit enseigner à ses étudiants comment écrire. Et une des formes d'écriture qui est pratiquée chez les étudiants à l'école, en latin bien sûr, c'est l'écriture des lettres. Le genre épistolaire. Alors, on va pratiquer le genre épistolaire et à destination de ses étudiants d'abord et éventuellement d'un public plus étendu, Érasme va composer des traités d'art épistolaire. Alors, comment on écrit une lettre, comment on l'adresse, comment on la signe, quelles sont les formules de salutation, quels sont les principes de la rédaction de telle ou telle lettre dans un contexte judiciaire, dans un contexte délibératif, dans un contexte épidictique. Il va détailler tout ça. Et ça va devenir vraiment une préoccupation importante pour lui parce qu'il est lui-même épistolier, il écrit beaucoup. Et cette réflexion théorique lui est chère parce qu'elle informe aussi sa pratique. Alors, on enchaîne avec Érasme. Et bon, je ne reviendrai pas à la maison d'Érasme, on va rester avec le Mont Ventoux en arrière-plan, mais vous vous souviendrez qu'on avait présenté sa maison à Rotterdam, je pense, il y a quelques cours déjà. Alors, Érasme est l'auteur de plusieurs manuels d'épistolographie. C'est quoi un manuel d'épistolographie? C'est un manuel, un livre, un traité d'art épistolaire qui nous enseigne comment écrire des lettres. Alors, rappelez-vous que c'est un pédagogue d'abord. Alors, ces traités, ils vont être souvent plagiés, reproduits sans que le nom d'Érasme paraisse, et c'est très frustrant pour lui parce qu'il écrit ces manuels. Il voudrait pouvoir les éditer et faire de l'argent avec ça, mais plein de gens sans scrupules vont s'emparer de ces textes, les plagier et les publier à titre anonyme et bien sûr encaisser les revenus. Alors, ça le choque beaucoup et il va entreprendre d'écrire éventuellement une version définitive de cette réflexion sur l'art épistolaire qui va s'intituler l'Opus de Conscribendis Epistolis. Alors, l'œuvre consacrée à l'écriture des lettres, et ça paraît en 1522. Et c'est une œuvre majeure qu'on ne lit plus vraiment aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était vraiment une publication déterminante. C'était une synthèse des conceptions classiques et médiévales. Alors, on avait une pratique de la lettre à l'époque qui était encore bien influencée par le Moyen Âge, dont vous devinez que c'était marqué par un formalisme, comme partout dans les écrits du Moyen Âge. On est pogné dans un cadre très strict, et notamment au niveau de la hiérarchie. Quand on s'adresse à un supérieur, on doit parler en conséquence. Quand on s'adresse à un inférieur, un enfant, par exemple, une femme, nécessairement inférieure, bien sûr, dans l'esprit des gens, on doit adapter son style en conséquence. Alors, c'est une hiérarchie qui correspondait bien à l'esprit médiéval, mais qui correspond de moins en moins à la vision du monde des humanistes. Et on cherche une façon de s'exprimer qui soit plus appropriée, qui soit plus adaptée aux circonstances de l'époque, où il existe véritablement une espèce de fraternité universelle là, qui fait que la hiérarchie tend à sauter. Alors, il s'emploie donc à réconcilier ces deux traditions
médiévale et celle naissante, inaugurée par Pétrarque des lettres familières. Et c'est un peu de ça dont il va parler dans son opus De Conscribendis Epistolis. J'y consacre un chapitre entier dans mon ouvrage parce que ça a vraiment eu un rôle important à jouer dans l'évolution du genre. Il va ajouter dans ce traité au registre traditionnel de la rhétorique, aux trois genres de la rhétorique classique, qui sont le genre judiciaire, délibératif et pédictique. Alors, dans l'art oratoire ancien, on enseignait comment plaider selon différentes circonstances. Si on se retrouvait dans un contexte de procès, par exemple, alors quels sont les arguments avancés, qu'est-ce qu'il faut considérer, à quoi ressemble le discours quand il s'inscrit dans un contexte judiciaire, ou si on se retrouve dans un contexte politique de délibération, et c'est le genre délibératif dont il est question ici, où il s'agit de décider du pour ou du contre d'un enjeu quelconque qui a trait à la vie politique, la vie en société. Alors, doit-on ou non condamner les hommes à mort, les criminels à mort, et on peut développer une thèse et son contraire selon les circonstances, et la rhétorique nous enseignait comment le faire. Et le troisième genre, c'était le genre épidictique, c'est-à-dire le genre de l'éloge ou du blâme. Alors, on pouvait faire l'éloge dans un poème, par exemple, d'une dame, ou encore blâmer dans une satire un personnage, un monarque sanguinaire dont on veut reprendre les travers. Alors, vous voyez comment ça conditionnait ces trois genres, l'ensemble des productions littéraires. Alors, on pouvait classer à peu près toute production, qu'elle soit littéraire ou même écrite, philosophique, n'importe quelle production écrite, on pouvait la caractériser en fonction de son appartenance à une de ces modalités, un de ces genres. Alors, soit ça relevait du judiciaire, du délibératif ou l'épidictique, et c'était ce qu'on appelait le mode polémique, le mode propre à la polémique, à la contention, à l'argumentation là, en règle. Erasme découvre qu'il existe une autre forme de rhétorique, une rhétorique plus détendue, une rhétorique en robe de chambre, une rhétorique naturelle, dont les anciens avaient eu l'intuition et qu'ils avaient essayé de classer à un moment donné dans leurs ouvrages rhétoriques. Quintilien en parle notamment, il dit il existe une façon de parler, de s'exprimer, notamment dans les lettres, qui est beaucoup plus relâchée. Mais il n'existe pas cependant de théorie spécifique à cette façon de parler, et c'est dommage parce qu'il y aurait beaucoup à faire et à dire, et il ne va pas plus loin. Et d'autres, après lui, vont avoir aussi cette intuition d'un style naturel, plus proche de l'expression familière, justement, quotidienne, du langage habituel, celui qu'on emploie quand on parle avec ses copains, quand on parle avec ses amis, ses proches. Et Erasme a ce sentiment aussi que la rhétorique a un point aveugle, qu'elle ne tient pas compte de cette forme d'expression qui est beaucoup plus relâchée, qui est beaucoup plus détendue. Et c'est là qu'il va introduire ce qui, à mon sens, est une révolution pour l'époque et dont lui-même ne tire pas toutes les conséquences, mais néanmoins, ça va faire son chemin avec le temps. Il va introduire un quatrième genre à la hiérarchie classique, à ces trois genres de discours selon la rhétorique classique. Il va introduire le mode informel. Il va dire il existe aussi une autre façon d'écrire qui n'est pas polémique, qui n'est pas marquée par l'argumentation, par le désir de convaincre à tout prix, mais c'est une façon de parler, de s'exprimer qui est plus naturelle et spontanée et qu'on pourrait qualifier de style familier. C'est le style qu'on retrouve justement dans les lettres familières. Prenez Cicéron, quand il s'exprime dans ses lettres à Atticus ou à son frère Quintus, c'est certainement pas le même Cicéron que dans le De Oratore ou dans le De Officiis. On n'a pas du tout le même ton, la même façon d'argumenter, de présenter les choses. Alors, il y a quelque chose comme un mode informel. Et si on veut s'en donner une idée, on n'a qu'à regarder les lettres familières de Cicéron, c'est probablement le meilleur modèle. Et Pétrarque a sa suite, qui s'emploie à imiter aussi ce style familier. Alors, ce que Erasme est en train de dire, donc, c'est qu'il y a tout un pan de la rhétorique qu'on n'a pas vraiment développé, mais qui mériterait qu'on s'y attarde, parce qu'il ouvre la voie sur un style nouveau, un style qui permettrait l'expression individuelle, un style qui permettrait de parler de façon plus ordinaire, plus quotidienne, un style simple, un style conversationnel,
qu'il entreprend lui-même d'illustrer et de valoriser à travers ses écrits. On le voit dans ses traités philosophiques, et l'éloge de la folie en témoigne déjà, mais on va le voir encore plus dans ses recueils de lettres, parce que notre ami Erasme est un grand épistolier devant l'Éternel. Il va écrire beaucoup de recueils de lettres. Alors, Familier ici renvoie un discours de type conversationnel qui permet d'exprimer le caractère individuel, et c'est en accord avec un idéal ancien du style qu'on voudrait à l'image du cœur. Ça s'appelait en latin le style imago cordis, ou en grec icon psyches. On voudrait que le style soit l'image de la personne, du cœur ou de l'âme de la personne. Et comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? On ne peut pas avoir un style qui soit imago cordis ou icon psyches quand on est dans le mode polémique, dans le mode de la contention, du débat. Le jeu n'est pas naturel dans ces circonstances. Mais quand on adopte un mode informel, là, on peut se laisser à une expression beaucoup plus naturelle, beaucoup plus individualisée. En ajoutant le registre familier donc aux trois genres traditionnels, judiciaire, délibératif et épidictique, Erasme pose en idéal épistolaire la naturalisation de l'art, c'est-à-dire qu'il y voit l'occasion pour l'épistolier de se montrer pleinement soi-même en accommodant son style à sa manière d'être. Alors, on va vouloir faire en sorte que le style devienne le reflet de la personne. Et c'est ce qui va faire de la lettre familière un laboratoire extraordinaire d'expérimentation stylistique, mais aussi un tremplin pour l'essor de l'individualisme et de l'individualité en littérature. Alors, c'est par le biais de la lettre familière que le jeu s'introduit véritablement en littérature. Il existait auparavant, on a vu chez les poètes du Moyen Âge, le jeu de Rudebeuf, par exemple, s'affirmer avec une certaine authenticité. On a vu dans la poésie lyrique, les poètes parlaient à la première personne souvent, mais c'était un jeu un peu abstrait, un peu désincarné. Là, je vous parle d'une expression de plus en plus individualisée qui ressemble de plus en plus à ce qu'on conçoit aujourd'hui comme une identité intime, si on veut, sans qu'on en vienne à ça tout à fait. Là, il faut le dire tout de suite, là, on n'atteindra jamais le degré de conscience de soi qu'on a atteint aujourd'hui. On est encore très préoccupé par les apparences et on ne va pas jusqu'à se livrer tout à fait. C'est même impensable encore à cette époque. Mais on s'en va vers ça. La porte d'entrée de l'individualisme en littérature, de l'affirmation de soi, c'est la lettre familière à la Renaissance. Et c'est essentiellement ce que j'ai découvert en travaillant là-dessus. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre consacré à l'épistolographie humaniste. Alors, Erasme va entreprendre d'illustrer ça lui-même dans son œuvre. Et c'est un épistolier infatigable qui passe ses journées à écrire. Elle écrit des lettres à tout ce que l'Europe compte de princes, de grands ecclésiastiques, d'érudits renommés, Rabelais, Budet, Thomas More, ou même de disciples novices, parce que c'est aussi un pédagogue. Il va écrire à des amateurs, à des jeunes moines qui lui posent des questions. Il affirme consacrer la moitié de ses journées à sa correspondance. Alors, à tous les jours, là, la moitié de sa journée est consacrée à écrire des lettres. C'est vous dire à quel point c'est important pour lui comme genre. On compte aujourd'hui plus de 600 correspondants d'Erasme. Alors, on a pu identifier 600 correspondants différents à qui il a écrit à plusieurs reprises et dont il a reçu des lettres, desquels il a reçu des lettres à travers toute l'Europe. C'est assez considérable quand même. Et de 1516 à sa mort, il va publier près d'une douzaine de recueils. Ça, c'est ceux qui sont parvenus jusqu'à nous. Il se pourrait que certains nous aient échappé. Une douzaine de recueils différents où sont associées ses propres lettres, mais aussi celles de ses correspondants. Maxime, vous avez levé la main? C'est une question pratico-pratique, mais comment il savait où écrire, où envoyer la lettre? Il y avait à l'époque un service de poste très développé. Et on s'imagine que, puisqu'il y avait des moyens de transport assez peu développés, que ça prenait un temps fou avant d'envoyer une lettre à un endroit ou à l'autre de l'Europe. Mais il suffisait d'adresser la lettre à une personne dans une ville bien connue avec un bureau de poste certifié, puis on savait que ça allait se rendre. Alors, parfois, c'était des courriers professionnels, parfois, c'était des gens à qui on mettait une lettre en disant hey, « si tu vas dans telle ville,
apporte ça à telle adresse, à telle personne pour moi. Mais la plupart du temps, on s'en remettait à la poste. Et la poste était extrêmement efficace. Et elle était efficace dès l'Empire romain. Par exemple, Pompée écrit une lettre à César qui met, je pense, 6 jours pour lui parvenir, alors que César est aux portes de l'Angleterre et Pompée écrit à partir de Rome. 6 jours. C'est à peine croyable qu'on puisse traverser un territoire aussi vaste que la France aujourd'hui, depuis Rome jusqu'à l'Angleterre en 6 jours. Alors, c'est un ensemble de relais, de chevaux qui amènent le courrier à un bureau de poste, qui l'amène à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à temps que la lettre parvienne à son destinataire. Alors, c'est encore plus développé que ça à la Renaissance. Et on a des adresses, on a des rues avec des noms et tout. On peut envoyer nos lettres par la poste de cette manière. Alors, au total, c'est près de 1200 lettres qu'il donne à voir au public. Ça, c'est les lettres qu'il a choisi de publier à travers ces différents recueils. 1200 lettres où il ambitionne d'illustrer à travers celles-ci les ressources expressives du genre, parce que c'est aussi pour lui l'occasion de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la correspondance. En projetant une image avantageuse, encore une fois, de lui-même, ce n'est pas le Érasme historique nécessairement qu'on voit, qu'on découvre dans ses lettres. C'est un auteur en représentation. Il est conscient qu'on va le lire, il est conscient qu'on va le juger, et cette conscience qu'il a fait qu'il se retient peut-être d'être tout à fait lui-même. Peut-on de toute façon être jamais tout à fait soi-même? On est toujours en représentation. Et même quand j'écris à mes amis, même quand j'écris un courriel et je sais que celui-ci ne sera pas publié, je suis déjà en représentation. Je suis conscient qu'on pourrait me juger là-dessus. Donc, il faut se poser la question jusqu'où ça va et à quel degré d'intimité on peut parvenir même dans l'expression spontanée de nos pensées. Alors, il projette une image avantageuse de lui-même et aussi exprime ses positions, son opinion à travers les débats qui animent la République des lettres. Alors, cette République des lettres, c'est cette espèce de solidarité intellectuelle dont j'ai parlé au dernier cours, qui fait que les grands humanistes de la Renaissance vont correspondre entre eux, échanger des idées, parler de leurs travaux, s'entraider comme ça. Et prendre position dans des débats, par exemple sur la réforme. Qu'est-ce que tu penses de ce que Luther vient de publier, ses thèses? Toi, qu'est-ce que tu en dis? Oh non, je ne suis pas d'accord, c'est vraiment trop radical. Je préférerais qu'on réforme l'Église de façon plus lente, plus douce. Ça risque de dégénérer, ça pourrait mener à des guerres. Alors, il y a des débats comme ça qui ont lieu à travers ces correspondances qui sont extrêmement intéressantes à lire. Et je me suis tapé des centaines de correspondances pour mon bouquin parce que j'ai eu la mauvaise idée de commencer par le commencement. Un de mes premiers chapitres commence par « Qui écrivit la première lettre et quel en fut l'objet? » C'est vous dire que ça remonte au début de l'écriture et j'ai entrepris de faire l'histoire de la lettre depuis donc les origines jusqu'à la Renaissance. Et ça m'a amené à lire la correspondance des pères de l'Église, de Symmach, d'Apollinaire, de Saint-Augustin et d'autres encore, jusqu'au 16e siècle, ce qui était complètement fou et inutile en fin de compte, parce que mon objet, c'était la lettre familière à la Renaissance. Mais pour bien saisir mon propos, il me semblait, jeune étudiant, nécessaire d'avoir tout lu avant de commencer à en parler. Oubliez ça, ce n'est pas nécessaire d'avoir tout lu. Il vaut mieux commencer à travailler le plus vite possible et on ira lire ce qui nous manque en cours de route. Maxime, vous avez levé la main? Qui a écrit la première lettre, justement? C'est une princesse du nom d'Atossa, nous raconte la légende, qui aurait écrit ça sur une tablette de pierre, en fait, gravée sur une tablette de pierre. Et les premières lettres ont pris cette forme-là. Alors, c'est une légende. On ne sait pas dans quelles circonstances la première lettre vraiment a été rédigée, mais c'est ce qu'on racontait dans l'Antiquité, que le genre avait été inventé, en quelque sorte. La lettre avait été inventée par la princesse Atossa en gravant des signes sur une tablette. Mais c'est vous dire jusqu'où on peut remonter des fois quand on fait des thèses comme ça. C'est pour ça que ça a 500 pages, mon livre. Alors, de simple espèce qu'elle était, la lettre familière au Moyen Âge, ça existait déjà la lettre familière. Hein? C'était la lettre qu'on envoyait à ses parents et amis, ses proches. Alors, une lettre familière, c'était une lettre adressée à des familiers. C'était ça la définition. Alors, de simple espèce qu'elle était au Moyen Âge, elle accède avec Érasme, la lettre familière, au statut de genre.
Ce n'est plus une espèce parmi tant d'autres. C'est maintenant un genre à part entière, déterminé non plus par le rapport de proximité parentale ou hiérarchique, parce qu'on écrivait des lettres familières assez subalternes aussi. Par exemple, j'ai un domestique, un valet, je vais lui écrire une lettre et je vais adopter le ton qui convient. Je parle à un domestique, je ne vais pas l'appeler Monseigneur, Votre Majesté, je vais le traiter comme un domestique, je vais lui parler de façon familière. Alors, c'était à l'époque donc une lettre qui était déterminée par un rapport de proximité parentale ou hiérarchique, mais chez Erasme, ça devient le caractère informel même qui détermine le genre. C'est que tout écrit composé de manière informelle est assimilable désormais au genre familier, participe du genre familier. Ça veut dire éventuellement que participe du genre familier d'autres écrits que des lettres. Au départ, le genre familier, c'est par définition, c'est celui des lettres familières, celui des lettres écrites à des proches et à des amis. Mais avec Erasme, qui en a fait une quatrième branche de la rhétorique, en introduisant le genre familier, on en vient à déborder du cadre épistolaire et à englober même certains dialogues, certaines pièces d'érudition, enfin d'érudition de littérature d'idées, comme par exemple les essais de Montaigne. Alors, les essais de Montaigne procèdent du genre familier, appartiennent à cette famille, si on veut, stylistique, qui est la même que pour la correspondance, finalement. Et ça, c'est une révolution. Jamais, par le passé, on s'est employé à écrire des ouvrages comme ça, aussi nombreux, en adoptant un ton naturel, conversationnel. Mais Erasme va permettre cette révolution-là. Et bien sûr, avant lui, il y a eu Pétrarque et tout ce dont on a parlé, mais la découverte des lettres de Cicéron a été déterminante et tous ceux qui ont voulu l'imiter ont fini par embrayer et comprendre qu'il y avait là quelque chose d'intéressant. Mais à la suite d'Erasme, et pas seulement pour le genre épistolaire, les gens vont se mettre à écrire de façon détendue, relaxée, conversationnelle, cette rhétorique en robe de chambre dont je vous parlais, et ça va complètement changer le rapport au style. Et aussi le degré d'individualité du style. Dans quelle mesure est-ce que désormais on peut s'exprimer de façon plus intime? C'est loisible, c'est permissible parce que désormais on parle entre familiers, on se parle comme si on était tous du même niveau hiérarchique. Et même Clément Marot, qui écrit au roi François Ier, le tutoie dans ses poèmes. On en vient donc à abolir symboliquement le rapport hiérarchique. Il existe encore. Clément Marot est plein de révérence vis-à-vis son monarque, mais il se permet d'adopter ce style parce que c'est dans l'esprit du temps, dans l'esprit de la République des lettres, dans l'esprit de ce culte de l'amitié qui fait qu'on se parle désormais entre nous de manière familière, en adoptant un style conversationnel. Alors, c'est le deuxième point, la rhétorique du style conversationnel et comment on en est venu finalement à l'imposer un peu partout. Et vous allez voir que c'est très proche de cette idée du naturel qu'on retrouve au XVIIe siècle et qui est héritier tout à fait de ce mouvement humaniste et de cette redécouverte de la rhétorique informelle à travers les lettres de Cicéron. Ce n'est pas un hasard si en France, au XVIIe, XVIIIe siècle, on s'est mis à parler de façon plus naturelle, à écrire de façon plus naturelle. C'est directement lié à cette évolution et à cette rhétorique de la lettre familière que j'exposais à l'instant. Et vous allez voir, c'est la surprise quand on lit Voltaire ou Rousseau ou encore Molière avant lui, on est étonné de la simplicité du style par rapport à d'autres écrivains plus du Moyen Âge ou de la Renaissance qui sont plus sophistiqués, qui ont une façon de s'exprimer avec une syntaxe beaucoup plus ample. On est étonné du caractère abordable de ces lectures. Et c'est parce que ça participe d'une valorisation du naturel, de l'expression simple, pure, qui procède directement de cette métamorphose de la rhétorique à la Renaissance. Alors, la rhétorique du style conversationnel est marquée donc par le triomphe du sermo. Le sermo, c'est le mot latin pour désigner le style conversationnel. Quand je parle du sermo, je parle de la façon de parler normale. Et le triomphe du sermo est le résultat d'une évolution lente et plus ou moins cohérente de la rhétorique, c'est-à-dire que ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens pour parler normalement, naturellement. Il y a toujours eu des gens pour s'exprimer familièrement, mais on n'avait pas encore théorisé la chose. On n'avait pas encore conceptualisé ça et conçu une façon de l'exploiter. Alors, ça ne représente pas
cette révolution le contraire de la rhétorique traditionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit en opposition, parce qu'on a le mode polémique, les trois genres délibératif, judiciaire et dictique, et on a le mode familier, qui est finalement capable des mêmes choses, mais sur un mode détendu. Il ne faut pas l'envisager donc comme étant en opposition, comme étant le contraire de la rhétorique traditionnelle, mais comme étant une façon d'adapter la rhétorique traditionnelle à un contexte nouveau. Les échanges ont été... les temps ont changé, en fait, et il faut s'adapter au contexte, aux circonstances de l'époque. On n'a plus ce rapport hiérarchique avec les uns et les autres qui fait qu'on multipliait les précautions, les révérences, Monseigneur, votre honneur, etc., etc. On se parle comme à des amis, et en adoptant ce style, il convient d'adapter l'écriture de manière conséquente, c'est-à-dire qu'on ne va pas employer un style fleuri quand on parle à des gens de notre cercle familier. Et même s'ils sont plus familiers, même s'ils ne sont pas nos parents et amis, on va quand même s'employer à leur parler de façon chaleureuse et transparente et naturelle et spontanée. Alors, les marques de cette évolution sont perceptibles tout au long de la Renaissance, dans le changement de polarisation du discours, qui néglige de plus en plus la partie strictement argumentative de la langue, ce qu'on appelle en grec le logos, en rhétorique. Le logos, c'est cette partie de l'invention qui, finalement, a trait à la dimension argumentative du langage. Et le pathos fait partie aussi de ça, la dimension argumentative, mais joue plus spécifiquement sur les émotions, sur les passions. Et on délaisse donc ce jeu classique qui faisait qu'en rhétorique, on s'appuyait tantôt sur la logique, tantôt sur la passion, pour privilégier désormais l'éthos. Et l'éthos, c'est quoi? C'est l'image de soi. Aristote nous avait enseigné dans sa rhétorique qu'il y avait trois façons d'influencer les gens. En jouant sur la logique pure, l'argumentation pure, en jouant sur les passions, mais on peut aussi convaincre, persuader, en jouant sur l'image de soi. Si moi, j'arrive dans un cours habillé comme un voyou, avec une veste de cuir, les oreilles percées et tout, et je me plante à l'avant, je dis « c'est moi le prof ». Il se pourrait qu'il y en ait pour douter à l'université qu'un prof soit habillé ainsi. Et avant même que j'ai dit quoi que ce soit, ma crédibilité peut avoir été hypothéquée, en fin de compte. Alors, c'est l'image de moi que je présente qui contribue à ma crédibilité. Si je n'ai pas l'air d'un prof, je vais saper ma crédibilité. Ça se pourrait que je sois un prof déguisé puis que je sois parfaitement capable d'articuler mon discours, mais avant même que je prenne la parole, il y a tout lieu de douter de mon sérieux. Alors, Aristote et les rhéteurs en général ont compris que l'image de soi avait un rôle à jouer dans la persuasion, l'image que l'on projette. Et pas seulement l'image, l'apparence extérieure, l'image de soi dans notre personnalité, dans notre chaleur, notre façon d'être, notre humanité, nos valeurs. Si dans ma manière de parler, je laisse paraître des vices, un caractère narcissique, par exemple, détestable, vindicatif, agressif, il se pourrait que je sois en train d'hypothéquer mon entreprise de persuasion. Prenez un type comme Trump, par exemple, dans ses discours, qui dit des énormités, qui est méchant, qui s'en prend aux gens sans pitié. Ça compromet l'efficacité de son discours. Alors, il y en a que ça amuse, il y en a qui applaudissent à ça, mais objectivement, l'image qui est projetée n'est pas propre à séduire le plus grand nombre, n'est pas propre à convaincre de manière efficace. Il hypothèque sa crédibilité, sauf auprès d'un public d'illuminés. Mais vous comprenez que c'est important pour la persuasion. Alors, le discours va délaisser ces structures plus strictement argumentatives à la Renaissance, et ça se fait à travers la lettre familière, pour privilégier plutôt cette dimension qui n'est pas affective nécessairement strictement, mais qui combine un peu les deux, mais surtout qui met à l'avant-plan l'image de soi. Alors, on se préoccupe davantage de se donner à connaître, de bien paraître, de se projeter à travers ses écrits que d'argumenter, de convaincre. Comme Montaigne se préoccupe plus de se donner à connaître que d'argumenter, de nous convaincre
qu'il a absolument raison de nous émouvoir, donc de déployer un discours rhétorique traditionnel. La lettre familière n'est pas le seul laboratoire où s'opèrent ces transformations, loin de là. On le voit aussi dans le dialogue, on le voit dans l'essai, dans l'invention de l'essai. Cependant, la lettre familière s'y prête mieux que les autres formes en raison du décorum spécifique à ce type d'échange. C'est une condition sine qua non quand on écrit une lettre à quelqu'un de familier que d'adapter son style aux circonstances. Et là, à partir du moment où la hiérarchie tombe, où il n'y en a plus de raison d'écrire de façon sophistiquée, là, selon qu'on s'adresse à un prince de l'Église, ou on s'adresse à son roi, ou on s'adresse à son ami, tout le monde s'écrit de la même manière. À partir du moment où donc on a fait sauter cette hiérarchie-là, le décorum, l'adaptation aux circonstances de la République des lettres, de cette fraternité, de cette valorisation de l'humanité qui fait qu'on est tous pareils, on est tous des pairs, puis on va se traiter comme si on était sur le même plan, au même niveau. L'adaptation du style aux circonstances d'élocution nouvelles qui ont désormais changé fait en sorte qu'on se doit d'adopter une expression plus simple, plus dépouillée, plus naturelle. Ça va de soi. La notion de convenance est au cœur des préoccupations de la rhétorique depuis toujours, mais aussi de la rhétorique humaniste. Or, l'adaptation de l'expression circonstance implique, dans ce commerce à prétention égalitaire, qui est la lettre, quand on écrit des lettres assez proches, on se parle sur un pied d'égalité. Alors, l'adaptation de l'expression circonstance d'un commerce à prétention égalitaire implique un ethos, une image de soi, convivial et sincère, un style sans affectation apparente. Si moi, j'écris à mon père, puis je me mets à lui parler avec un ton doctrinal de professeur d'université et tout, il va me répondre, ça ne va pas du tout. Là. Pourquoi tu me parles comme ça? Là? Je ne suis pas un étudiant, je ne suis pas un collègue, on ne parle pas comme ça entre nous. Alors, vous comprenez qu'on adopte le style qui convient aux circonstances, comme quand je suis avec mes potes dans un café, dans un bar, je ne parle pas de la même façon que dans une salle de classe. Alors, j'adapte mon vocabulaire, j'adapte mon style en fonction des circonstances. Et ça, c'est un principe qui s'appelle l'aptum en rhétorique. C'est aussi une question de décorum. On s'accorde aux circonstances, on respecte les circonstances, qui fait que nécessairement, ça va déterminer mes choix stylistiques. Alors, dans ce contexte de la Renaissance où on valorise l'égalité entre tous, et la bonne entente, on est tous membres de la République des lettres, cette fraternité, cette solidarité universelle, internationale, eh bien, ça va de soi que les gens vont vouloir se ranger à ce modèle d'expression qui est beaucoup plus naturel et moins affecté. Alors, dans les affaires privées comme dans les propos d'intérêt public, ça va devenir un style très, très avantageux, le style conversationnel, parce que c'est un style qui est très souple et qui nous permet, dans la disposition, c'est-à-dire dans la configuration de notre discours, de ne pas se soucier autant des questions de méthode, de l'ordre. Alors, est-ce qu'il faut faire une introduction en bonne et due forme? Est-ce qu'il faut développer? Est-ce qu'il faut faire une conclusion dans mon discours? Non, parce que je prétends parler de manière naturelle et spontanée. Et quand on parle de façon spontanée, on ne se soucie pas de ces modalités-là. On peut quand même y songer, mais on va s'arranger pour qu'elles ne soient pas apparentes à tout le moins. Donc, ça nous permet d'écrire avec beaucoup plus de liberté. On n'a plus à se préoccuper d'équilibrer son exorde, sa péroraison, de suivre le protocole rhétorique. Il faut qu'il y ait une captation de la bienveillance, il faut que je fasse preuve d'humilité, etc., etc. Joliane, vous avez levé la main? Oui, juste pour valider, disposition, ça veut dire quoi en français? La disposition, ça se traduit en français par disposition, c'est la façon d'ordonner son discours. Alors, dans une dissertation, vous obéissez à une certaine disposition, une certaine façon d'ordonner vos idées. Alors, vous avez une introduction avec un sujet amené, sujet posé, sujet divisé, et vous avez un développement avec 3 paragraphes. Bien, ça, c'est la disposition. Alors, c'est dans la rhétorique, tout ce qui a trait à l'organisation du discours. Alors, il faut comprendre qu'à partir du moment où on fait sauter les règles, la disposition, ça s'assouplit. On peut écrire sans avoir à suivre un carcan très strict comme auparavant. Alors, il y a aussi quelque chose de tout à fait jouissif, c'est cette liberté totale au niveau de l'invention. Moyennant quelques artifices semés ça ou là dans les lettres, on peut
introduire nos ébauches d'œuvres à venir, des fragments autrement relégués au tiroir, quelques coups d'essai pour tenter le terrain, des poèmes, par exemple. Alors, je peux écrire un livre et dire, OK, ben, c'est un livre de lettres, par exemple. Ah oui, mon ami, je suis en train de travailler sur un recueil de poèmes. En voici quelques-uns, tu me diras ce que tu en penses. Alors, ça devient un prétexte à introduire toutes sortes de choses. Et le cadre épistolaire devient une espèce de fourre-tout où on retrouve, comme ça, dans des volumes de correspondance, des ébauches d'œuvres à venir, justement, des manuscrits, enfin, pas des manuscrits, mais des œuvres encore à l'état de manuscrits, mais qu'on se propose de publier prochainement, des coups d'essai pour tâter le terrain, donc, parce qu'il n'y a pas de sujet qui soit hors de portée de la conversation. Quand on est en train de parler avec ses amis, d'échanger comme ça, on n'a pas besoin d'une excuse particulière pour introduire ce sur quoi on travaille et partager comme ça nos textes. Qu'on aurait peut-être plus de difficultés à publier autrement parce que ces textes seraient jugés trop personnels ou il faudrait un cadre, une justification formelle pour dire, ben oui, voilà, je publie ce dialogue parce qu'on me l'a demandé ou parce que je m'inscris dans tel ou tel débat. Mais là, dans le cadre d'une correspondance, on peut y mettre ce qu'on veut. Et les humanistes ne se gênent pas pour le faire. Ils publient leurs lettres avec toutes sortes de morceaux, de pièces recousues, repiquées d'ailleurs, et ça donne des compositions assez baroques qui vont dans tous les sens. Vous avez aussi cette idéalisation, cette valorisation d'un style à l'image de soi. Alors, on en fait une valeur stylistique. On voudrait que le style soit l'image du cœur, l'image de l'âme de l'auteur, et on va juger les œuvres à cette onde-là, à cette mesure-là. Ça va être les œuvres les plus valorisées, les plus admirées, ça va être les œuvres qui nous donnent à connaître leur auteur. On va apprécier Erasme parce qu'on sent sa chaleur, on sent son caractère individuel dans ses œuvres, et on va chercher à reproduire ça. Marot va vouloir aussi investir sa poésie d'individualité. Et c'est ce qui nous le rend si sympathique, Marot, c'est justement qu'on a le sentiment que son moi véritable perce à travers son expression poétique. Ce n'est pas un jeu lyrique désincarné, c'est un jeu vraiment très fort d'individualité, pas encore le jeu moderne, bien sûr, tout à fait conscient de lui-même et de tous ses moyens, mais quelque chose qui s'en rapproche. Et tout ça parce qu'il y a eu un déplacement des valeurs stylistiques qui fait qu'on est du côté de l'éthos, de l'image de soi, plus préoccupé par ça que par toute autre chose. Mais le style conversationnel dépend aussi d'une complicité certaine qu'il faut savoir susciter, entretenir avec son interlocuteur. Et on ne peut pas écrire de lettres si on n'a pas personne à qui écrire. Alors, ça va devenir important d'entretenir des amitiés pour pouvoir justement écrire à ses amis et pouvoir trouver ce prétexte de s'exprimer de façon plus personnelle, plus individuelle. C'est pour ça que j'en arrive à vous parler du culte de l'amitié. C'est notre troisième point. Un des principaux motifs, au sens de thème, là, des correspondances humanistes consiste à valoriser l'amitié. Alors, vous avez plein de lettres qui sont envoyées où on parle de l'amitié, où on dit « Ah, mon ami, tu me manques tellement. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus. Je n'arrive pas à me souvenir des circonstances, mais je me dis qu'il faudrait qu'on se revoie prochainement. Et on parle de ça avec beaucoup de complaisance et on voit que c'est quelque chose de très valorisé. On parle de l'amitié, donc c'est thématisé, on raconte des anecdotes de ces relations amicales, on se vante de ces amitiés, on fait des références à des amitiés de l'Antiquité, à ce culte de l'amitié qui existait chez les anciens. Et la référence ici est cicéronienne. Il est souvent question du traité de Cicéron, le De Amicitia, qui définit l'amitié à la fois à partir de concepts grecs et en fonction des conditions sociales et politiques de la vie romaine, mais avec l'intention d'en faire le fondement d'une renaissance de l'esprit républicain. Alors, chez Cicéron, il y avait cette volonté de vraiment valoriser l'esprit républicain. Il y avait une conception politique là, très, très précise à défendre. Et les humanistes de la Renaissance qui redécouvrent Cicéron, qui lisent ce traité de l'amitié, vont partager avec lui cette admiration pour le concept de l'amitié. Et chez les anciens, il y a des anecdotes qui sont rapportées, qui sont tout à fait savoureuses. Par exemple, c'était un honneur chez les Grecs, lorsqu'un ami venait à mourir, d'hériter de ses dettes. Alors, on se disputait à savoir qui allait régler les dettes de l'ami.
Alors moi, je peux me présenter et dire non, non, moi j'étais son meilleur ami. Il convient que ce soit moi qui acquitte ses dettes. Alors tassez-vous, je vais payer. Et combien il devait déjà? Oh, sacrée somme. J'étais peut-être pas un si bon ami finalement. Non, c'était plus comme une connaissance. Mais lui, c'était vraiment son ami. Alors, je plaisante là, mais il y avait des gens qui se disputaient pour régler les dettes de l'ami parce que c'était un honneur de faire ça pour ses amis. Et il y avait une véritable fraternité qui existait dans la vie politique romaine où les gens s'entraidaient dans le progrès de leur carrière. On s'écrivait des lettres de recommandation, on essayait d'assister les uns les autres dans la course aux honneurs. Et c'est un travail qui existe encore aujourd'hui et qu'on reproduit nous-mêmes dans le cadre de notre profession. Et c'est un travail qui m'est cher. J'ai passé la fin de semaine à écrire des lettres de recommandation pour des étudiants qui font des demandes de bourse. Très conscient que cette tradition s'inscrit là, dans la filiation de ce que faisaient Cicéron et les Romains quand ils s'entraidaient pour avancer dans leur métier, dans leur profession, dans la course aux honneurs. Très conscient donc de m'inscrire dans cette tradition et je trouve ça sympathique. Et j'accepte de le faire volontiers parce que je sais que c'est important. J'en ai profité moi-même. J'ai pu bénéficier de bourses parce que des gens ont accepté d'écrire des lettres de recommandation. Mais ça faisait partie donc de ces valeurs qu'on mettait à l'avant-plan comme un idéal humain. On devrait tous s'entraider. On devrait faire en sorte là, de s'aider les uns et les autres à avancer. Il y en a qui sont rendus plus loin, bien, ils devraient aider ceux qui sont derrière à avancer également. Et tout ça dans un esprit, pas de compétition, mais de bienveillance, de sollicitude, où vraiment, là, on cherche le meilleur pour les autres. Et principalement pour nos amis d'abord, bien sûr, mais vraiment, il y a cette valorisation de l'amitié qui est très, très forte et très touchante. Cette amitié repose sur un certain nombre de principes égalitaires, et on va les énumérer ici, sur des appels à la vertu et à la maîtrise des passions. Alors, il n'y a pas, selon Cicéron, d'amitié sans vertu, et l'ami est celui qui nous rend meilleurs. Alors, les vraies amitiés, les amitiés sincères, il n'en existe pas beaucoup. Montaigne, dans ses essais, nous en parle. Des accointances, des connaissances, on en a tous. Mais des amitiés, des vrais amis, qui ne nous laisseront jamais tomber dans les circonstances, peu importe les circonstances, il y en a très peu dans l'espace d'une vie. Si vous en avez un, vous êtes déjà très chanceux. Et ça se peut que vous le perdiez à un moment donné, cet ami-là. Là. C'est pas assuré que ça va durer toujours pour toutes sortes de circonstances. Montaigne perd son meilleur ami d'une mort précoce, emporté par la maladie à l'âge de 33 ans. Alors, il ne trouvera plus jamais par la suite d'amitié équivalente. Là. C'est quelque chose de précieux, de rare et qui ne peut reposer que sur la vertu. Une amitié ne peut pas être intéressée. Une amitié ne peut pas exister, elle ne peut pas être véritable si elle existe pour le profit. Je vais être ami avec cette personne parce que ça me fait bien paraître, ça me fait entrer dans un cercle professionnel, par exemple, qui pourrait me permettre éventuellement de décrocher un emploi. Non, ça, ce n'est pas des vraies amitiés. La vraie amitié repose nécessairement sur des principes égalitaires et de réciprocité. Et la vraie amitié est désintéressée. C'est la forme la plus parfaite, nous dit Cicéron, de l'altruisme. Cette offrande mutuelle paraît d'autant plus noble qu'elle n'a rien à voir avec, enfin, elle ne doit rien à la passion. L'amitié, ce n'est pas comme la passion amoureuse qui nous emporte et qui nous met hors de nous. L'amour, dit Cicéron, est toujours narcissique, alors que l'amitié est élective. On choisit ses amitiés. On ne choisit pas toujours de tomber en amour. Ça arrive malgré nous. On a le coup de foudre et puis voilà, on cède à cette vague qui nous emporte. Mais l'amitié, elle est choisie et entretenue délibérément. Et c'est ce qui la distingue de l'amour. Et elle se fait dans un rapport altruiste où on ne cherche pas son propre profit d'abord. Et ça repose sur des aspirations communes. Ça instaure une communauté en toute chose, au niveau des ambitions, des projets, et ça va amener les amis à s'aider dans toutes les circonstances de l'existence, et pas seulement dans la course aux honneurs, pas seulement dans le cursus honorum, comme chez les anciens Romains, mais aussi dans les circonstances de la vie. Combien de fois on est appelé par nos copains à aider à un déménagement,
à aider à construire, je ne sais pas moi, une extension de la maison. C'est quelque chose qui nous arrive à tous et à toutes d'être appelés à aider, à dépanner les amis. Et on le fait avec bonheur, avec joie et avec un esprit d'altruisme sans attendre en retour qu'ils nous rendent l'appareil un jour. Ce n'est pas ça qui est l'enjeu. On est content de pouvoir leur être utile, agréable d'une façon ou d'une autre. Et cette valorisation de l'amitié, elle est très importante à la Renaissance. Elle est thématisée, elle est exposée dans les œuvres. Et ça devient véritablement un culte de l'amitié, culte auquel fait référence Montaigne expressément dans ses essais. Ce culte de l'amitié est partagé par Montaigne, dont l'amitié pour la Boétie est absolument légendaire. Il écrivait dans les essais, au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances, que connaissances et familiarité nouées par quelque occasion ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. Alors, il arrive que des gens qu'on rencontre à l'école, par exemple, deviennent des amis avec qui on va collaborer, on va faire des travaux, puis c'est utile et c'est correct et c'est pas à dédaigner non plus. Mais il existe de vraies amitiés qui vont beaucoup plus loin que l'intérêt mutuel réciproque. En l'amitié de quoi je parle, nous dit Montaigne, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Et ça, c'est le genre d'amitié qu'il a vécu avec Étienne de la Boétie. Ce qui rend l'amitié préférable, disons même supérieure à toute autre relation affective, c'est qu'elle repose donc sur une élection active et subjective, en quoi Montaigne la préfère à la relation familiale, naturelle et même amoureuse. Alors, il a des mots très durs pour sa femme. Il n'est jamais aussi enthousiaste que quand il parle de son amitié pour la Boétie. Alors, l'amitié, c'est aussi, nous dit Montaigne, ce commerce qui me révèle à moi-même. Il ne dit pas exactement ces mots-là, mais on pourrait résumer sa pensée ainsi. C'est dans la confrontation de deux caractères que va s'affirmer l'individualité. Alors, c'est en parlant avec les autres que j'apprends à me connaître. Quand j'ai un ami avec qui je discute, à qui je peux livrer toutes mes pensées, je peux dire mes angoisses, mes tourments et tout, sans pudeur, sans retenue, cet ami en vient à me connaître mieux que moi-même, finalement, et peut m'expliquer des choses sur moi que je n'ai même pas compris encore, que je n'ai même pas envisagé, parce qu'il en vient à me connaître, effectivement, mieux que moi-même. J'ai une question qui a été posée. Montaigne était assez misogyne à ce que j'ai lu. Vous n'avez pas tort de dire qu'il y a de la misogynie chez Montaigne, mais elle est très commune à l'époque. Elle va tellement de soi, c'est un lieu commun, que je ne sais pas dans quelle mesure on peut le rendre responsable de ce discours qui fait partie de la doxa. Oui, on peut retrouver des passages assez critiques, et notamment quand il parle des femmes, mais c'était tellement des lieux communs de l'époque qu'on ne peut pas lui faire le procès vraiment de cette conception. Il faut éviter de lire les textes de l'époque avec nos lunettes modernes. Alors bien sûr, si on les lit avec notre perspective moderne, ça apparaît insupportable des fois. Mais on ne peut pas se permettre de les condamner quand on sait qu'on ne pensait pas de la même manière à l'époque. Le statut de la femme n'était pas le même qu'aujourd'hui. La reconnaissance de l'égalité des sexes n'allait pas de soi à l'époque. Donc, il faut résister à cette tentation d'une lecture moderne. C'était un homme de son temps, effectivement, avec tout ce qui va de travers là-dedans. C'est-à-dire que pour nous, c'est des défauts très nets, mais pour l'époque, ce n'était pas problématique. Donc, voilà. Mais oui, vous allez retrouver des passages qui font grincer des dents parfois chez Montaigne. Alors, l'amitié est ce commerce qui me révèle à moi-même. Et il écrit dans un essai du livre 1, du chapitre 60, sur ce sujet des lettres. Et ça, c'est très intéressant. Je veux dire ce mot. Alors, il est un amateur de correspondance. Il a lu plutôt beaucoup de recueils de lettres. Il en possède plusieurs dans sa bibliothèque. On le sait parce qu'on a le registre complet des livres qu'il a possédés. Et il a écrit lui-même beaucoup de lettres. Il a écrit des lettres qu'on peut lire encore aujourd'hui. Elles n'ont pas été éditées là, nécessairement là, systématiquement, mais on peut les retracer encore aujourd'hui. On peut les lire volontiers. Alors, sur ce sujet des lettres, je veux dire ce mot, que c'est un ouvrage auquel mes amis tiennent
Ça, c'est intéressant. Quand on veut se vanter, des fois, on passe par les amis. Mes amis disent que moi, je suis comme ça. Alors, Montaigne ne fait pas autrement. Mes amis tiennent que j'y puis quelque chose. Alors, mes amis ont dit que j'étais bon dans les lettres. À l'écriture de la correspondance, là, j'excelle, apparemment. C'est ce que racontent mes amis, en tout cas. Et eussent pris plus volontiers cette forme à publier mes verves, si juste eu à qui parler. Et là, ça, c'est absolument fondamental. Montaigne est en train de nous dire qu'il aurait volontiers donné à ses écrits, et donc à ses essais, la forme de lettres s'il avait eu quelqu'un à qui s'adresser. Mais la Boétie est mort, son meilleur ami, à qui il aurait écrit normalement toutes ses pensées, ses considérations, sous la même forme, informelle, sous cette forme un peu biscornue, qui va dans tous les sens. Il aurait écrit ça en adoptant la forme épistolaire si la Boétie avait vécu, il n'avait pas perdu la vie si tôt, s'il n'était pas mort à l'âge de 33 ans. Alors, juste pris volontiers cette forme à publier mes verbes, c'est juste eu à qui parler. Il me fallait, comme je l'ai eu autrefois, un certain commerce, une certaine relation qui m'attira et qui me soutint et souleva, car de négocier au vent, comme d'autres, je ne serais que de songe. Alors, il n'est pas capable de faire, comme certains auteurs l'ont fait à la Renaissance, écrire des lettres à des abstractions en faisant semblant d'écrire à un ami, mais c'est pas vrai, il écrit comme ça. Lui, c'est impossible, c'est impensable pour lui. Il doit écrire à quelqu'un qui existe vraiment, sinon il n'est pas capable d'écrire normalement. Négocier au vent, comme d'autres, je ne serais que de songe, ni forger des vains noms à entretenir en choses sérieuses. Alors écrire à mon ami Patrick, mais Patrick n'existe pas. Puis là, on lui parle comme s'il existait, mais il n'est pas capable de faire. Il n'est pas capable de faire ça. Ennemi juré de toute espèce de falsification. Je ne suis pas capable de faire des faux comme ça. Juste été plus attentif et plus sûr, ayant une adresse forte et amie, que regardant les divers visages d'un peuple, et suis déçu s'il ne m'eût mieux succédé. Il poursuit ici, et là, c'est intéressant parce qu'il commande son propre style, ça l'amène à réfléchir à sa propre pratique d'écriture. J'ai naturellement un style comique et privé. Comique, il faut l'entendre pas au sens de drôle, au sens de style bas. Le style comique, c'est le style le moins raffiné. Alors, j'ai naturellement un style bas et privé, intime, entre guillemets. Mais c'est d'une forme mienne, inepte aux négociations publiques, qui n'est pas propre à la contention, au débat, à la polémique, les négociations publiques. Comme en toute façon est mon langage, trop serré, désordonné, coupé, particulier, et ne m'entend pas en lettres cérémonieuses, qui n'ont autre substance que d'une belle enfilure de paroles courtoises. Alors, je ne suis pas capable, moi, d'écrire des lettres sophistiquées, fleuries, avec des formules de salutation élaborées et tout et tout. C'est pas moi, ça. Moi, je suis juste capable d'écrire comme je parle, le plus simplement, le plus naturellement possible. Et ça veut dire dans un style désordonné et très singulier. Alors, je n'ai ni la faculté, ni le goût de ces longues offres d'affection et de service. Je n'en crois pas tant et me déplaît d'en dire guère, outre ce que j'en crois. C'est bien loin de l'usage présent, car il ne fut jamais si abject et servile prostitution de présentation. Alors, il remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent des lettres avec un style vraiment pompeux, avec des remarques obséquieuses, des flatteries de toutes sortes, des flagorneries. Il n'est pas capable de faire ça. C'est impossible pour lui. C'est bien loin de l'usage présent, donc la vie, l'âme, la dévotion, l'adoration, serf, esclave, tous ces mots qui y courent si vulgairement. Alors, je suis votre serviteur, vous avez toute ma dévotion, je vous adore, je suis votre esclave, etc., etc. Il y a des gens qui écrivent des lettres comme ça. Lui est incapable de faire ça. Pour lui, c'est quelque chose de vulgaire. Que quand ils veulent faire sentir une plus expresse volonté plus respectueuse, ils n'ont plus de manière pour l'exprimer. Alors, il est en train de caractériser son propre style et sa conscience stylistique est tout à fait fabuleuse, qu'il ait eu cette lucidité alors qu'on vient juste d'inventer ce genre nouveau, enfin de le conceptualiser avec Erasme, le genre familier. Il a conscience d'être en train d'écrire de manière familière. Il a conscience que son style, le style qu'il donne aux essais, c'est un style naturel, bas et privé. Alors, un style investi d'individualité. Et cette révolution dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'opère dans la lettre familière, a permis l'invention de l'essai. Montaigne n'aurait pas écrit les essais s'il n'y avait pas eu auparavant ce laboratoire stylistique extraordinaire qu'a été la lettre familière pour les humanistes de la Renaissance. Et c'est à cette conclusion que je suis parvenu dans ma thèse. Et c'est ça
ma réflexion finalement résumée en 130 minutes. Je ne sais trop où j'en suis, mais voilà, c'est pour l'essentiel ce que j'essayais de dire. Alors, on retrouve ici une bonne synthèse de mon propos avant d'enchaîner sur le quatrième et dernier point. La prose essayistique, donc la prose pratiquée par Montaigne dans les essais, participe du genre familier par le fait qu'il s'agit d'un style simple, privé, inepte aux négociations publiques. Ce sont les mots de Montaigne dans ses considérations sur Cicéron. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence s'il parle de Cicéron ici, parce que vous avez vu le rôle qu'a joué Cicéron à travers la redécouverte de ses lettres familières par Pétrarque. Et tout ça là, est lié, bien sûr. Alors, c'est dans ses considérations sur Cicéron qu'il est amené à qualifier son style et à dire que c'est un style simple, privé, qui refuse la rhétorique. Il va souvent prétexter dans ses essais « Ah, moi, la rhétorique, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dans la négligence. Je suis sincère. » Et la rhétorique, c'est faux, c'est artificiel. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, finalement. Et il y a aussi cette valorisation de l'amitié qui est présente partout chez Montaigne, comme ce commerce édifiant qui soutient et soulève et qui aurait fait que si la Boétie avait survécu, il aurait volontiers écrit ses essais sous la forme épistolaire. Et il y a une proximité très nette, évidente pour ceux qui ont pratiqué un peu ce genre, enfin, qui ont fréquenté ses œuvres. À la Renaissance, vous lisez Erasme, vous lisez Rabelais même dans sa correspondance, vous allez retrouver ce ton, ce caractère familier qui est aussi celui de Montaigne. Alors, c'est très, très proche. Et l'amitié et ce commerce qui soutient et soulève, et Montaigne entreprend d'écrire ses essais comme un dialogue avec lui-même, faute d'avoir un ami avec qui converser par écrit sous forme de lettres. La valorisation de l'amitié conduit à légitimer l'emploi du style conversationnel, inspiré du modèle cicéronien, tel que repensé par Pétrarque et Erasme, et permet l'expression d'un caractère individuel. Joliane, vous avez levé la main? Oui, au dernier cours, vous disiez que si justement le décès de son ami n'avait pas eu lieu, on n'aurait sûrement pas eu ses essais. Mais là, il dit qu'on aurait eu ses essais sous forme de lettres, donc ça n'aurait pas nécessairement été les mêmes sujets, sûrement. Bien, effectivement, il se serait peut-être un peu limité dans le champ d'investigation parce que là, il parle vraiment de toutes sortes de choses. Alors, on imagine que s'il s'agit d'écrire à son ami, il ne va pas parler de choses qui ne sont pas pertinentes pour lui ou dont il n'y a pas grand-chose à espérer, à gagner. C'est-à-dire que la Boétie est un érudit. Il sait plein de choses, il en sait probablement plus que Montaigne. Alors, si Montaigne écrit à son ami, il ne va pas entreprendre de lui faire la leçon sur ses lectures, des choses comme ça. Ils vont partager, ils auraient échangé de choses et d'autres, mais ça n'aurait pas pris la forme spécifique des essais. Donc, oui, il aurait publié quand même. Sans doute, cette correspondance, c'était à la mode et ça aurait donné quelque chose d'intéressant, mais ça n'aurait pas donné l'invention d'un genre complètement nouveau qui est l'essai, finalement, et qui est permis par la mort de la Boétie parce que, faute d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer, il va dialoguer avec lui-même, avec le papier directement et nous livrer ses pensées de façon beaucoup plus exhaustive qu'il aurait pu le faire dans le cadre épistolaire. Alors, ça devient un prétexte à l'expression du caractère individuel, mais cet individualisme qui s'exprime chez Montaigne et chez les humanistes en général est encore assujetti aux normes socio-discursives de l'époque. C'est-à-dire que ce n'est pas une individualité complètement libre et spontanée. Elle est encore très construite. Elle est encore très consciente. Montaigne sait ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de dire et ne se dévoile pas tout entier et tout nu. Il le dit dans son propos au lecteur, dans sa préface au lecteur. Il dit si les usages m'avaient autorisé à le faire, je me serais représenté dans mon livre volontiers tout nu. Il le dit dans ces termes-là. Là. Je me serais représenté tout nu, mais je ne peux pas le faire parce que les mœurs ne tolèrent pas qu'on se livre tout à fait, totalement. Et de toute façon, la conception qu'on a aujourd'hui de la conscience intime n'a pas d'équivalent à la Renaissance. On n'est pas encore capable de se penser comme un sujet distinct, tout à fait encore. Mais on s'en rapproche. Et c'est le genre familier qui est donc cette porte d'entrée de l'individualité en littérature. Ouf! Voilà, résumé donc ce livre.
Vous n'avez plus besoin de le lire maintenant. Vous pouvez très bien vous contenter de ce propos. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vous dirai autre chose aussi, puis on peut en déduire aussi. Je poursuis avec le dernier point, c'est la querelle des amis. Alors, c'est un tout autre sujet, mais c'est encore marqué par cette préoccupation de l'amitié. Vous allez voir, on va retrouver quand même certains aspects communs aux propos qu'on a développés auparavant. En 1542, s'inspirant du traité du courtisan de Castiglione. On en a parlé quelques cours, on a présenté Balthazar Castiglione rapidement comme une des grandes figures de l'humanisme. Il y a un certain poète, Marotique, c'est un émule de Marot. Il est très impressionné par le style de Marot, il va essayer de le reproduire, qui s'appelle Bertrand de la Borderie, qui va entreprendre de dresser le portrait de la femme dans un livre qui s'appelle L'Ami de cour. Alors, c'est un traité poétique, si on veut. En fait, c'est un écrit poétique. Ça prend la forme de décasyllabes, de vers décasyllabes, décasyllabiques, et qui fait le portrait de la femme. Mais ce portrait, il est extrêmement cynique. Il n'est pas sans rappeler un peu ce que dit Jean Demeun de la femme. Et là, il s'inspire de ça, mais surtout du courtisan. Et il nous présente une femme. Il fait parler une femme. Il fait du mansplaining à certains égards, mais il fait même parler de la femme tout du long. Et il explique comment la courtisane, finalement, c'est une femme qui cherche à multiplier les amants et à profiter des hommes. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'amour, c'est la fortune. Et elle serait prête, la femme, à épouser un sot, un laidron, si ça peut lui apporter la fortune. Et il fait le portrait des femmes comme des profiteuses, des êtres égoïstes, vraiment pas du tout admirables, pas du tout vertueux. Et c'est un portrait sans pitié, finalement, de la femme qui va heurter, qui va choquer beaucoup. Et parmi ceux qui sont choqués par cette publication en 1542, et c'est fait notamment par Étienne Delay, ce sympathique humaniste qui a fini sur le bûcher, dont on a parlé déjà, il publie L'Ami de cour à Lyon. Il l'édite parmi les premiers. Sinon, le premier, je ne me souviens plus trop. Et parmi ceux que ça va choquer profondément, il y a une certaine Marguerite de Navarre, qui a dans sa mouvance, qui a autour d'elle, dans sa cour, des écrivains qu'elle pensionne et à qui elle va demander d'intervenir. Et un certain Antoine Héroët va prendre la défense des femmes et entreprendre de répondre à la Borderie. Dans son portrait misogyne des femmes, il lui répond, lui, avec La parfaite amie, en 1542, donc très rapidement. Et déjà Delay, en publiant L'Ami de cour, disait la suite s'en vient. Vous allez voir, Antoine Héroët va répondre à Bertrand de la Borderie. Alors, ce que Héroët fait ici, c'est opposer à ce portrait cynique de la femme une conception platoniste, néoplatoniste, en fait, de l'amour. Et c'est influencé notamment par Marcille Ficin et L'Androgyne de Platon, qui est aussi édité et traduit en français par Antoine Héroët. Un ouvrage important dans la conception de l'éros platonicien à la Renaissance, parce que toute l'idée qu'on se fait de l'amour est influencée par Platon à la Renaissance. Et ça passe par Plotin et ses traductions et ses commentaires. Et c'est adapté en français, notamment par Antoine Héroët. Et on revient à cette histoire, ce mythe de l'androgyne. On raconte chez les Grecs à l'origine, et c'est Aristophane qui, dans le banquet de Platon, en fait la narration, que les hommes et les femmes étaient collés ensemble à l'origine. Il existait un homme primitif qui possédait les deux sexes. Alors, il faut l'imaginer comme un homme et une femme dos à dos, fusionnés ensemble. Il existait plusieurs formes comme ça d'hommes. Il y en a qui c'était deux hommes, dos à dos, qui étaient collés ensemble. Et d'autres fois, c'était deux femmes, dos à dos, collées ensemble. Et on imagine que c'est ce qui va donner les homosexuels et les lesbiennes éventuellement. Parce qu'un jour, les dieux vont vouloir séparer les hommes parce qu'ils sont trop forts, ils veulent les punir et ils vont les séparer de leur moitié. Et depuis ce temps,
les hommes et les femmes, les homosexuels, les lesbiennes, cherchent à retrouver leur moitié perdue. Et c'est ce mouvement qui nous mène vers l'autre, c'est notre quête individuelle pour retrouver notre moitié, celle à laquelle on était lié à l'origine. C'est ça le mythe de l'androgyne. Et c'est une histoire charmante racontée par Aristophane, donc dans le banquet de Platon. Il y a une question, l'âme sœur en quelque sorte. Oui, alors il faut imaginer quand on parle de sa moitié, qu'on parle véritablement d'une moitié là, au sens littéral du terme. Là. Et là, je réalise que je n'ai pas changé de cadre. On est maintenant ailleurs et je vais nous situer un petit peu dans le temps. On est à Lyon, en fait, pour ce propos. Lyon, proche de la cathédrale Saint-Jean. On est proche de la rue Saint-Jean. On est dans le vieux Lyon, un endroit tout à fait charmant que vous devez visiter un jour dans votre vie. D'ailleurs, on a une étudiante dans le cours qui vient de Lyon. Alors, je la salue en passant, Clara, qui vit à Lyon. Alors, elle va reconnaître sans doute ce quartier. Et cette église est importante. Elle existe déjà à la Renaissance. Ce quartier existe déjà à la Renaissance. C'est l'église où va se marier, si je me souviens bien, Henri IV. C'est quand même pas rien, là. C'est associé vraiment à l'histoire dont on parle aujourd'hui. Alors, Antoine Héroët répond et défend l'image de la femme. Suivra l'année suivante la contre-amie de Charles Fontaine, qui lui aussi entreprend de défendre les femmes. Et il y a tout ce débat autour de est-ce que les femmes, finalement, ont leur place en littérature? Est-ce qu'elles peuvent exercer la profession d'écrivain? Il y a des gens qui disent, mais non, elles n'ont pas les capacités intellectuelles, elles n'ont pas les capacités physiques du fait que leur raison d'être, c'est de donner naissance à des enfants, à mettre au monde des enfants. Elles n'ont pas ni le temps, ni l'énergie, ni les capacités, même physiques, pour exercer des professions viriles, comme le métier d'écrivain, par exemple, ou faire preuve de faire œuvre intellectuelle, quelle qu'elle soit. Donc, des préjugés gros comme le bras, qui sont reconduits par les uns par les autres, mais qui vont être contrés par l'argumentaire d'Antoine Héroët, par Charles Fontaine, qui défendent les femmes, mais qui les défendent de façon un peu rhétorique, c'est-à-dire que ils ont beau sembler prétendre que les femmes sont les égaux des hommes, ils n'y croient pas tout à fait eux-mêmes. Entre nous, à l'époque, c'est impensable que la femme soit vraiment l'égale de l'homme. C'est un jeu rhétorique auquel ils se livrent. Alors, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'un peu gros, on répond par quelque chose d'énorme. On va dire que la femme est l'égale de l'homme, mais on n'y croit pas pour Saint-Saëns. Il n'y a personne à l'époque, chez Antoine Héroët ou Charles Fontaine ou les autres, pour croire tout à fait que la femme puisse être l'égale de l'homme. Mais ce petit jeu rhétorique permet quand même aux femmes de tranquillement prendre leur place parce qu'il y en a qui se mettent à considérer que oui, c'est vrai que les femmes ont peut-être quelque chose à contribuer à la société et peut-être qu'on a fait un portrait un peu trop sévère d'elles, peut-être que la Borderie est allée un peu trop loin en parlant des femmes et de leurs vertus et de leur façon d'être et de parler, etc., etc. Alors, tous ces textes révèlent l'importance de la femme à la Renaissance, non seulement dans la civilité parisienne ou lyonnaise, on est à Lyon, c'est dans ce contexte que se joue le débat, mais surtout dans le débat humaniste aussi. Marguerite de Navarre a pris part à ça plus ou moins directement, donc en encourageant son auteur pensionné, Antoine Héroët, à prendre part dans le débat. Et il y a toute une discussion autour de la figure pétrarchisante de l'inspiratrice, de la muse, et toute une réflexion sur les femmes écrivains qui tranquillement s'affirment. Alors, vous allez avoir des femmes auteurs comme Marguerite Briet, qui prend le nom de plume Élisane de Crène, Pernette du Guillet, éventuellement Louise Labbé, qui vont graviter autour de ces cercles-là et vouloir faire entendre leur voix. Nous aussi, on a quelque chose à dire. Là. Arrêtez votre mansplaining. Là. Arrêtez de nous dire comment on devrait penser, comment on devrait être. On va parler pour nous d'abord et on va parler entre nous. Et vous allez voir qu'on est capable de rivaliser avec vous à armes égales. Alors, il y a des femmes qui vont s'imposer dans ce contexte-là. Et parmi celles-là, Louise Labbé, qui milite par sa vie et ses œuvres pour l'établissement d'une autre image de la femme. En tout cas, c'est la lecture qu'on en fait de manière traditionnelle, affirmant sa liberté tant dans les choses de l'amour que dans celles de l'esprit.
Et c'est quelqu'un qu'on dit avoir été éduqué à l'italienne, qui a bâti sa vie et son œuvre autour du sentiment et du discours amoureux. Tout ce qu'on lit d'elle a trait à l'amour et c'est inspiré par les poètes italiens, bien sûr, qui étaient très, très importants pour la Renaissance. Pétrarque est énorme à la Renaissance. Il faut savoir que c'est la référence par excellence. Elle s'est mariée à un cordier lyonnais, d'où lui vient son surnom de la Belle Cordière. Alors, c'est quelqu'un qui faisait des cordes, un marchand de cordes, et on lui prête toutes sortes d'aventures sentimentales, notamment avec un certain poète nommé Olivier de Magny en 1554, mais ça, c'est des détails anecdotiques. Son débat de folie et d'amour, et surtout, les 24 sonnets qu'elle signe témoignent d'une rare audace dans l'expression de la passion charnelle. Elle en parle avec des propos, des termes chauds, presque érotiques, qui iront à cette époque avec la mystique de l'amour platonicien, dont on retiendra que c'est une forme d'amour un peu éthéré, idéalisé, désincarné, vraiment pas charnel. C'est un amour idéalisé, l'amour platonique, ou version néoplatonicienne, en tout cas, qui n'a rien à voir avec ce qui est célébré vraiment dans la poésie de Louise Labbé. Mais voilà, je vous en parle avec un certain malaise, parce que ma directrice de thèse, Mireille Huchon, a publié, depuis que j'ai terminé mes études avec elle, un ouvrage très important qui nous explique que Louise Labbé n'existe pas. En fait, n'a pas existé. C'est un canular. Louise Labbé, dont on parle depuis des siècles et qu'on enseigne, et j'ai enseigné au Cégep Louise Labbé à l'université pendant des années, je vous en parle encore aujourd'hui, c'est en fait un canular, une invention d'un cercle de poètes lyonnais qui ont publié un livre sous le nom d'une prostituée, en fait. Il y avait une prostituée fameuse à l'époque à Lyon qui s'appelait Louise et qu'on surnommait la Belle Louise. La Belle Louise devient Louise Labbé. Et même s'il existe historiquement des preuves d'une Louise Labbé qui aurait été cordière, enfin mariée à un cordier, et dont on a un acte de décès, on pense, enfin c'est ce que Mireille Huchon prétend, qu'elle n'aurait jamais publié ses œuvres, Le débat de folie et d'amour et ses sonnets. C'est en fait les poètes qui se sont amusés à créer une œuvre fictive attribuée à une personne qui donc n'existait pas. Alors, c'est un peu déroutant. Et quand j'ai entendu Mireille Huchon défendre cette thèse, je me souviens dans quel contexte c'était. C'était à l'Université du Québec, au siège social de l'Université du Québec, à Québec, justement. On l'avait invitée comme conférencière et elle nous présente ça. Les bras me sont tombés. Je dis, mais Madame Huchon, vous venez de jeter à terre bien des cours que j'ai donnés et que je voulais donner encore. Je vais être obligé de tout refaire quand je parle de Louise Labbé parce que là, vous m'apprenez que c'est un canular. Et je résistais et je voulais pas y croire, mais elle est arrivée avec des arguments très, très convaincants. Et c'est très possible qu'il s'agisse d'un canular. Ça a provoqué un tollé important en fait en France. Il y a eu des gens pour absolument pas accepter cette thèse et notamment, on a monté en vitesse un site qui s'appelait Louise Attaquée. Et là, c'est un jeu de mots sur Louise Attaque, le groupe de musique. Louise Attaquée pour dire Mireille Huchon n'a pas le droit de dire que cette femme n'a pas existé. C'est une héroïne de l'histoire de la littérature. Ne nous enlevez pas Louise Labbé, on y tient. Mais des grands intellectuels, dont Marc Fumaroli, se sont solidarisés des thèses de Mireille Huchon et ont dit mais ça a bien du bon sens. Il se pourrait fort bien que Louise Labbé soit un canular donc d'un groupe de poètes lyonnais. Il n'en demeure pas moins qu'on possède des sonnets signés Louise Labbé, donc qui sont très intéressants et dont il faut parler quand même, et à commencer par ce sonnet très célèbre qui vraiment présente une autre façon de vivre l'amour. Joliane écrit « Peut-être que ces poètes n'assumaient pas leurs œuvres et que c'est pour ça qu'ils ont utilisé un nom de femme. » Peut-être. L'hypothèse est intéressante. Je ne sais trop. Voici donc ce sonnet. « Je vis, je meurs, je brûle et je me noie. J'ai très chaud tout en souffrant du froid. La vie m'est trop douce et trop dure. J'ai de grands chagrins entremêlés de joie. Je ris et je pleure au même moment et dans mon plaisir, je souffre maintes graves tortures. Mon bonheur s'en va et pour toujours il dure. Du même mouvement, je sèche et je verdoie. Ainsi, amour me mène de manière erratique. Et quand je pense être au comble de la souffrance, soudain je me trouve hors de peine. Puis quand je crois que ma joie est assurée et que je suis au plus haut du bonheur auquel j'aspire, il me remet
en mon malheur précédent. Alors, je me rends compte que c'est une version en français moderne. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. C'était plus savoureux dans le français de l'époque, en moyen français, mais ça vous donne un peu le ton. Vous voyez que c'est beaucoup plus corporel, physique comme amour, comme tournement que spirituel, même s'il y a une personnification de l'amour, on est ailleurs, là. Et dans ce sonnet suivant, aussi bien connu, on retrouve aussi cette même sensualité de l'expression amoureuse. Baise-moi encore. Mais attention, là, quand on dit baise-moi ici, on ne pense pas à l'acte sexuel, on pense au baiser simplement. OK? Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Là, te plains-tu? Ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or, double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement, si hors de moi ne fait quelque saillie. Alors, un autre très beau poème, c'est vraiment beau, dit Joliane, oui, je suis d'accord, et c'est extrêmement passionné. On voudrait croire que c'est une femme qui écrit ça, ça nous semble tout à fait vraisemblable à nous, et jusqu'à très récemment, jusqu'à temps que Mireille Huchon publie cette thèse, on était convaincus que c'était de la plume d'une femme. Maintenant, on ne sait plus. Et même moi, qui aime beaucoup ma directrice, je ne suis pas capable encore de me résoudre tout à fait à l'idée que c'est un canular, que c'est une construction de toute pièce. On sait par exemple qu'il y en a eu des femmes écrivains. Okay? On en dénombre une trentaine qui vont publier à la Renaissance. Là, on parle des plus importantes, mais il y en a d'autres, et notamment Pernette du Guillet. Alors, elle fut le disciple de Maurice Sèvres, qui était plus vieux qu'elle quand il l'a rencontré. Il va devenir son maître, son professeur. Il a 35 ans, elle n'en a que 16. Et elle est mariée déjà. Donc, c'est un amour un peu compliqué, un peu impossible, mais qui va marquer très profondément le poète, Maurice Sèvres, qui va un jour témoigner de cet amour profond dans un ouvrage qui s'appelle La Délie. Alors, la délie, c'est un jeu de mots sur l'idée, et c'est par référence à Platon, cet idéal platonicien de l'idée et de la contemplation de l'idée à laquelle nous invite l'amour. L'amour est un germe qui nous conduit à la contemplation de l'idéal. Alors, la délie est dédiée finalement à Pernette du Guillet, cette femme qui est morte très jeune, elle est morte à l'âge de 25 ans, morte d'une épidémie de peste. Alors, on n'avait pas encore la paix à la Renaissance avec ça, et on ne l'a pas encore tout à fait non plus aujourd'hui. Des épidémies, des pandémies, il y en a eu à travers l'histoire, et notamment à la Renaissance, et Montaigne y a échappé aussi de peu, mais pas Pernette du Guillet. Pernette du Guillet meurt de la peste à l'âge de 25 ans, donc. Mais elle avait composé des poèmes. Elle avait été formée à la poésie par Maurice Sèvres et elle a composé des poèmes qui vont être publiés à sa mort par son mari. Et ça s'intitule Rimes de la gentille et vertueuse dame Pernette du Guillet, donc qui paraissent peu après sa mort. Et j'ai un petit poème qui vous donne une idée du ton. Ô vrai amour, dont je suis prise, comment m'as-tu si bien apprise, que de mon jour tant me contente, que je n'en espère autre attente que celle de ce doux amer pour me guérir du mal d'aimer. Du bien que j'ai eu la jouissance dont il m'a donné connaissance pour m'assurer de l'amitié de laquelle il tient la moitié, donc est-il plus doux qu'amer pour me guérir du mal d'aimer. Hélas, ami, en ton absence, je ne puis avoir assurance que celle dont, pour son plaisir, amour coupe me vient dessaisir, pour me surprendre et désarmer, guéris-moi donc du mal d'aimer. Alors, encore une fois, une expression amoureuse qui, sans être charnelle, est certainement passionnée, là, un rapport assez intense à l'amour qui s'exprime librement. Une autre femme écrivain importante, et là, je regarde ce qu'on vient de dire, Mégane Pauvre Marie, qui pensait que ça parlait de lui. Oui, c'est le pauvre lui. Je ne sais pas dans quelle mesure il savait qu'il était un peu cocu dans cette histoire, surtout qu'il publie donc les rimes de la gentille et vertueuse dame.
Oui, peut-être qu'il pensait qu'effectivement, il était question de lui, mais on parlait plutôt de Maurice Sèvres. C'est bien possible. Une autre femme écrivaine très importante, c'est Élisène de Crène, de son vrai nom Marguerite Briet, qui va publier des œuvres très importantes et très influentes à l'époque. Alors, c'est quelqu'un qui va prendre part à cette querelle des amis en attaquant la misogynie des hommes vraiment directement dans un recueil de lettres qui s'appelle Les Lettres invectives. Alors, parmi les titres qu'elle signe, vous avez Les angoisses douloureuses qui procèdent d'amour. C'est un roman sentimental. Et c'est très intéressant de voir donc une femme se livrer à l'écriture d'un roman à une époque où ce n'était pas encore si répandu, là, et le publier en 1538. Elle le fait paraître sous son nom de plume, Élisène de Crène, un roman sentimental qui est très intéressant et abondamment commenté aujourd'hui. Elle signe aussi, et ça c'est prodigieux parce qu'elle est la première à publier en français des lettres familières qu'elle fait paraître en 1539. Il y avait eu beaucoup de recueils de lettres familières publiés en France, mais elles étaient latines, ces lettres. Et imaginez-vous donc que la première personne à faire ça en français, c'est une femme, c'est Élisène de Crène, Marguerite Briet, qui donc publie ses lettres, ses épîtres familières invectives, une première moitié consacrée à des lettres familières, donc, mais pas si familières que ça, parce qu'on retrouve des personnages de fiction et on voit que c'est une construction littéraire qui semble faire suite aux angoisses douloureuses qui procèdent d'amour. Et une deuxième partie où elle s'en prend à son mari. On espère que c'est une fiction aussi parce qu'elle a des comptes à régler avec lui et elle lui fait un procès en règle en le traitant très, très durement, mais en déployant une rhétorique extrêmement fine, intelligente, où elle a le dessus sur lui. Là. Clairement, celui qui paraît le plus mal dans ça, c'est nettement le mari. Donc, elle montre qu'une femme peut exercer œuvre virile. Et c'est le terme qu'elle emploie elle-même, parce que le métier d'écrivain, c'est le propre des hommes. Alors, elle défend le droit des femmes à exercer œuvre virile et illustre par ses propres œuvres qu'elles peuvent très bien y parvenir, les femmes, et même mieux que les hommes. Alors, c'est culotté à l'époque de défendre une pareille thèse, mais le climat s'y prête bien. On a cette querelle des femmes au début de la Renaissance qui trouve ses échos dans la querelle des amis aussi. Et donc, toutes ces discussions autour des femmes vont favoriser l'essor d'une profession qui était hors de portée de l'atteinte auparavant, le métier de femme écrivain. Montaigne va avoir près de lui une grande admiratrice dans son parcours. Il va rencontrer une de ses plus grandes fans qui s'appelle Marie de Gournay. Marie de Gournay, c'est une femme intellectuelle extrêmement brillante qui va écrire des choses vraiment extraordinaires et qui se prend d'affection pour l'œuvre de Montaigne qu'elle rencontre et qu'elle va considérer comme son père intellectuel. Et lui, tout flatté par l'admiration qu'elle éprouve pour lui, il va la prendre un peu comme sa fille d'adoption, effectivement, et va lui confier la charge d'éditer à sa mort les essais. Alors, le dernier volume des essais, avec les retouches, les remaniements, paraît en 1592 et est l'œuvre de Marie de Gournay, qui est donc l'héritière de Montaigne, spirituelle, sa fille d'adoption, qui va par la suite se démarquer elle-même par ses travaux d'érudition, ses publications de toutes sortes, et qui va devenir vraiment une écrivaine formidable. Alors, on voit là donc se profiler à la Renaissance l'investissement par les femmes des cercles littéraires et s'affirmer donc un droit de parole, un droit de citer qui est tout à fait avant-gardiste, révolutionnaire en fait, et qui va évoluer tout au long jusqu'à la révolution qu'on connaît aujourd'hui, où les femmes ont trouvé leur place pleine et entière dans un monde qui est de plus en plus égalitaire. Bon, ce n'est pas gagné pour tout le monde, mais ces femmes ont été des pionnières qui ont permis aux femmes donc d'exister et de revendiquer année après année, siècle après siècle, de plus en plus de droits qu'on leur refusait.
Et cette misogynie, cette méfiance envers les femmes, elle est millénaire. On a tenu les femmes en subordination très longtemps. Les clercs au Moyen-Âge se méfiaient des femmes. Ils se vantaient d'avoir fait le choix le plus intelligent en ne choisissant pas le mariage, mais plutôt la vie monacale, monastique. Ils disaient, ben voilà, on évite d'avoir à fréquenter ces êtres odieux et pervers que sont les femmes. Et ils ont des mots terribles sur les femmes. Ce n'est pas un hasard si Jean Domin a dit des choses aussi atroces. Il est issu de ce milieu de clercs profondément méfiant vis-à-vis des femmes. Alors, les femmes ont su faire leur chemin à travers ça et s'affirmer progressivement. Et la Renaissance est une époque déterminante où elles sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole, à écrire. Et Élisène de Crène, Pernette du Guillet, Marguerite de Navarre doivent être considérées là, comme, à juste titre, là, des pionnières du mouvement de libération des femmes qui culmine au 20e siècle. Et dont la révolution n'est jamais tout à fait achevée parce qu'il y a des endroits dans le monde où on traite encore les femmes de façon absolument inacceptable, mais c'est un combat qui a quand même grandement progressé grâce à l'œuvre de ces femmes. Alors voilà, ça termine mon propos là-dessus. C'était le dernier point. Je vais arrêter maintenant la présentation et vous dire merci et à la semaine prochaine où on se retrouve pour le dernier cours complet parce qu'après ça, il nous reste un demi-cours sur la Pléiade et la dernière partie du dernier cours va être consacrée à la préparation de l'examen. Donc, un cours et demi et c'est fini. On en sera à l'examen et à se dire joyeuses fêtes et à se souhaiter bon congé. Merci. À la semaine prochaine.